Bonjour, je suis Claude Farge, le directeur du Forum des images et donc de TUMO. Je vous remercie. Alors je sais que c'est pas évident en ce moment de se déplacer comme ça dans des lieux avec toutes les contraintes qui pèsent sur nous. Donc je vous remercie très très chaleureusement d'avoir pu vous déplacer. Par ailleurs, comme vous pouvez le voir, on a installé des caméras qui vont permettre non seulement à nos élèves TUMO, le reste, les quasi 1500 élèves qui n'ont pas pu se déplacer, mais aussi à d'autres gens de pouvoir voir en ligne en fait tout ce qui va être dit dans cette table ronde. Donc le Forum des images, alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, mais même pour les étudiants TUMO, c'est pas évident, c'est une petite piqûre de rappel, ça peut faire du bien. Donc c'est une institution qui est soutenue par la ville de Paris. Donc c'est l'argent du contribuable parisien qui paye tout ça, qui fait que l'école TUMO est gratuite pour les 12-18 ans. Et donc le Forum des images est un lieu dédié à la programmation au sens large, à l'origine le cinéma, mais on a élargi ce spectre depuis 3 ans, on s'intéresse à plein d'autres médias, et notamment le jeu vidéo, puisqu'on a un festival jeu vidéo qui va commencer d'ici quelques jours ici, et dont on espère le plus grand bien. D'ailleurs, on reverra certains des intervenants de la table ronde. Il est passé où, Emmanuel ? Il est par là, voilà. Donc voilà, donc qu'est-ce que c'est TUMO Orientation ? C'était une brique qui manquait dès le départ dans TUMO. Donc TUMO, c'est une école pour les 12-18 ans qui permet de se former aux métiers créatifs, la réalisation de films, la réalisation de jeux vidéo, d'animation, la 2D, la 3D, la musique à l'image, le code évidemment, le design graphique. Mais donc c'est pour les 18 ans et on voulait accompagner de manière un peu plus poussée finalement le trajet de ces jeunes. C'est hyper dur maintenant de se faire une idée de ce qu'on veut faire plus tard. C'est la manière plus simple de le dire. J'ai moi-même des enfants et c'est pas évident de s'y reconnaître, surtout quand on sait que plein de métiers qui vont exister d'ici 10 ans n'existent pas encore. Donc arriver un peu à s'orienter dans l'ensemble des métiers créatifs, c'est aussi à ça que sert TUMO. Mais il nous manquait une sorte de rendez-vous un peu plus formel où on puisse aussi parler avec le reste de l'écosystème, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a passé son bac et qu'est-ce qu'on peut faire après pour commencer cette espèce de long trajet créatif vers les métiers de l'image. Et donc ces 2 jours TUMO Orientation, c'est ça. C'est différents moments. Ce matin, il y a eu, et ça continue toute la journée d'aujourd'hui et jusqu'à demain, des salons virtuels où vous allez pouvoir discuter avec des écoles, spécialement pendant les formats d'une demi-heure, il me semble. J'essaie de me tourner vers quelqu'un qui peut me le confirmer. C'est ça, merci Mathilde. Donc pendant une demi-heure, c'est des écoles qui à la fois présentent leur contenu et avec qui vous pouvez chatter virtuellement. Alors je vais les citer, les écoles qui nous ont fait l'amitié de pouvoir participer à ces salons virtuels. On a l'EPSA évidemment, qui est une école soutenue par la ville de Paris, mais on a également la FEMIS, les Gobelins, 1000 visages, les arts et métiers. Donc on essaye d'avoir des écoles publiques et privées, d'avoir une sorte de vision assez à 360, comme on dit, des écoles pour continuer son parcours. Souvent, c'est une parenthèse, on nous dit mais est-ce que TUMO c'est comme une vraie école ? Est-ce que c'est diplômant et tout ça ? Non, ça l'est pas du tout, c'est pas le but de TUMO. TUMO a 2 buts, c'est permettre l'éveil créatif pour les jeunes et qui se rendent compte du champ des possibles. On ne va pas faire forcément des experts dans le jeu vidéo, mais quelqu'un qui sort de TUMO est capable de dire c'est le jeu vidéo qui m'intéresse, ou c'est l'animation, ou c'est autre chose. Ce qui n'est pas forcément évident. Moi, par exemple, j'étais au Gobelin avant. Et ça peut arriver que des gens, par exemple en animation, c'est un concours qui est super dur, les Gobelins, et au bout de la 2e année, il y a à peu près 20% des élèves qui se rendent compte que ce n'est pas leur voie. Ce qui est un vrai problème en fait d'orientation générale. Grâce à des dispositifs comme TUMO ou des journées comme TUMO Orientation, ça permet d'affiner très en amont son choix. Deuxième moment, vous l'avez peut-être vu dans les espaces tout à l'heure, c'est des stands qui ont été installés un petit peu partout. Vous pouvez rencontrer des anciens étudiants, parce que maintenant on en est à notre 4e saison de TUMO, bientôt, et donc il y a déjà des élèves qui nous ont quittés. On a un certain nombre de retours, nous-mêmes ça nous intéresse de les rencontrer, parce que c'est encore assez expérimental ici TUMO, mais on voit qu'il y a beaucoup de gens qui partent faire des stages, ou même des écoles par la suite, donc vous allez pouvoir en rencontrer certains. Vous allez pouvoir rencontrer aussi la CAF, le CIDJ, les CIO, c'est-à-dire des institutions qui s'intéressent à ces métiers créatifs et au devenir des jeunes, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et puis il y a quelque chose qu'on a monté récemment, c'est l'éducation au choix. C'est-à-dire, on ne veut pas dire à un jeune, ben voilà, ton truc c'est les jeux vidéo ou l'animation, c'est plutôt de donner des outils intellectuels et des méthodologies pour que les élèves puissent se déterminer. C'est-à-dire qu'ils arrivent tout seuls, de manière assez indépendante, à faire leur choix et à s'orienter. Donc vous pouvez vous renseigner sur le dispositif là-bas. La conférence table ronde à laquelle vous allez assister, avec Manuel Ruiz-Dupont, qui est alors, Pixel, comment ça s'appelle ? Pixel, parce en fait, on se connaît depuis, comme Emmanuel Forçant de la FJV, depuis une éternité, mais comme c'est des métiers où on change tout le temps, on crée des nouveaux trucs, enfin c'est difficile de suivre. Donc je les laisserai se présenter tout à l'heure, mais surtout je vais passer la parole
aux partenaires sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. C'est TikTok, Elias, qui va se présenter. Je voulais juste faire une petite parenthèse. En fait, vous savez, des institutions comme les nôtres, on adore aussi se tourner vers l'extérieur et essayer de trouver des partenaires. Et mais je sais que c'est vrai en plus quand je dis ça. Je voulais saluer TikTok à plein de titres. Mais vraiment, c'est vraiment du fond du cœur. C'est extrêmement rare de trouver des partenaires aussi enthousiastes. C'est-à-dire qu'entre le moment où on s'est vu et le moment où on a décidé de travailler ensemble, je crois que c'est le record de France du partenariat. Vraiment, on s'est rencontrés et les équipes en face ont été super efficaces. Et puis, on était contents parce que on se pose aussi la question de la responsabilité publique. On est un acteur public, comme vous le savez, et donc on essaie d'avoir des partenaires qui font sens. Et c'est vrai qu'au début, TikTok était une plateforme, il y avait un peu des caricatures dans les journaux sur ce qu'était TikTok. Et donc on s'est penché sur la question, et on est très content de faire ce partenariat-là, parce que TikTok n'est pas... Déjà, c'est pas un réseau social, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. C'est une plateforme de contenu créatif. Et moi, à titre personnel, je suis fan de peinture, par exemple. Et au début, je testais TikTok, me disant, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, au bout de quelques minutes, l'algorithme a compris ce que j'aimais. Et maintenant, je passe trop de temps de la vie de ma femme sur TikTok. Et je suis alimenté par des contenus venus du monde entier qui sont hyper intéressants, assez courts et très outillants. Donc, voilà, champion à la fois en termes de méthodologie et de sens. Puis, Elias, à toi la parole. Merci beaucoup, Claude, déjà pour ces mots et pour cette introduction. Et bonjour à tous. Du coup, je suis enchanté de prendre la parole pour introduire cette table ronde. Et je pense que tu as limite tout dit, en tout cas la moitié de mon petit discours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, TikTok est évidemment présent en France depuis un certain nombre de mois, puisqu'on ne peut pas encore parler d'années. Mais c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Et grâce à notre premier ambassadeur, du coup, j'ai l'impression, Claude, qui le dit au moins aussi bien que moi. Sur TikTok, on trouve de tout. Sur TikTok, en fait, c'est une destination, c'est une plateforme de contenu et c'est une destination de divertissement. En premier lieu, du coup, on y vient pour découvrir, pour apprendre, même si ce ne sont pas forcément des mots qui peuvent être, selon beaucoup, associés à cette plateforme. C'est pourtant le cas. Et c'est aussi, surtout, l'endroit où on vient pour se divertir. C'est l'endroit où aujourd'hui naissent la nouvelle génération de créatifs. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison qu'on pense qu'il fait aussi partie de notre responsabilité en tant que plateforme, en tant qu'entreprise, d'établir des partenariats avec des partenaires associatifs, en l'occurrence pour renforcer ou maximiser en tout cas la visibilité de leur cause, des partenaires médias aussi pour peut-être rendre plus accessible ou plus audible l'information et l'actualité aujourd'hui, des partenaires culturels aussi, par exemple pour démocratiser au maximum la culture française sous toutes ses formes et surtout mettre en place des partenariats comme c'est le cas avec Tumo, le Forum des images, pour maximiser et pour rendre accessible un maximum la créativité, les métiers surtout de la créativité et a fortiori la créativité liée aux nouvelles technologies au plus grand nombre. Nous on est très admiratifs du coup du travail que Tumo fait depuis ces 3 ans et c'est pour cette raison qu'on a voulu justement participer activement un peu au développement de leur activité en les accompagnant sur ce prisme d'orientation et professionnalisation puisque le temps passé en dehors de l'école et les cours suivis et les compétences développées par la pluralité de Tumoyens, ce sont en fait autant de compétences et de compétences qui en fait pourront à terme se transformer ou ouvrir des portes, des carrières, de nouveaux horizons et faire naître peut-être des vocations. Donc j'espère que cette table ronde et ce week-end avec la participation de toutes les écoles qui ont été citées aura du coup pour effet de faire naître ces fameuses vocations dans la tech et dans la creative tech surtout pour accueillir une nouvelle génération tout aussi talentueuse que la précédente, j'espère, de créatifs sur Internet et sur les nouvelles plateformes. Voilà pour moi. Du coup, Claude, je te relaisse la parole peut-être pour introduire le reste. Merci beaucoup à tous. Donc, Monsieur Emmanuel Forçant. Donc là, il y a une présentation qui va être faite par Manuel Ruiz-Dupont, des métiers annexes aux jeux vidéo et des métiers d'une manière générale du jeu vidéo. Et après, on va être tous les trois avec Nicolas qui est là. Salut Nicolas. Pour parler
justement des passerelles entre les différents univers, entre les différents métiers du jeu vidéo, mais pourquoi pas de l'architecture, du cinéma, de l'animation, etc., etc. Donc des passerelles qui existent, de la porosité qui existe entre ces différents métiers, et des compétences et des qualités qu'il faut, etc., etc. Donc on va partager un petit peu nos expériences et partager tout ça avec vous. Bon, vous avez la démonstration que définitivement, il est mieux placé que moi pour parler de tout ça. Et surtout, donc voilà. Et puis, n'hésitez pas, du coup, quand tout sera fini, à conseiller la vidéo qui sera mise en ligne, je sais pas, enfin, j'imagine très prochainement, pour que tout le monde puisse bénéficier. Parce que, je vous le dis, j'ai passé moi 15 ans dans l'industrie du jeu vidéo. Ces gens-là, c'est des champions. C'est-à-dire que là, en France, ils sont connus comme le loup blanc. Et c'est vraiment parmi les cadors de leur secteur. Donc voilà, donc Manuel Ruiz-Dupont, je t'accueille officiellement. Donc, pour conseiller, faites-lui applaudissez-le parce qu'il est un peu stressé. Donc, bonjour, je devrais m'entendre avec le micro. Donc voilà, les métiers annexes aux jeux vidéo, je vais me présenter rapidement. Donc Manuel Ruiz-Dupont, j'ai 30 ans d'expérience dans le jeu vidéo. Donc j'ai commencé comme graphiste et ensuite j'ai fait d'autres métiers. 22 ans comme prof de jeux vidéo dans à peu près pas mal d'écoles. Ça peut être celles qu'on a dites avant, les Gobelins et ainsi de suite. Et j'ai 10 ans d'expérience dans d'autres industries qui utilisent les technologies du jeu vidéo. Mais ce n'est pas du jeu. Donc j'ai pris pour un exemple Dassault, où avec eux, j'ai travaillé sur un outil de réalité augmentée pour vendre des meubles. Enfin, c'est pas très vendeur dit comme ça, mais c'était ça. Non, clairement. Ensuite, chez Epic, Epic, c'est un développeur de logiciels de temps réel pour faire du jeu. Donc j'ai donné quelques cours pour eux. Et j'ai bossé aussi pour Peugeot dans tout ce qui est animation pour des salons de l'automobile, quoi. D'accord, donc c'est d'autres métiers du jeu. Hop, je continue. Je peux jamais mettre le chrono parce que je me suis chronométré 25 fois et théoriquement je mets 25 minutes. Excusez-moi. Tac. Démarrer. Oh, voilà. Je vais mettre ça. Donc un peu d'histoire, en fait. En tout cas, c'est l'histoire que moi j'ai vécue. D'accord, je ne suis pas prof d'histoire du jeu vidéo. Ce qu'on pourrait dire dans les années de 1990 à 2000. C'est qu'il y avait deux grands secteurs d'activité dans le numérique. Il y avait les films et le jeu vidéo. Le truc, c'est que dans les films, on utilisait des machines qui coûtaient à peu près 200 000 €. Et c'était des logiciels dédiés à ces machines-là. Et dans le jeu vidéo, globalement, on avait des machines qui coûtaient un peu moins cher. C'était dans les 10 000 € avec d'autres logiciels. Donc globalement, les deux médias ne pouvaient pas communiquer. Ensuite, il y a eu les années ont passé et on y est arrivé à aujourd'hui. Aujourd'hui, globalement, si vous faites un film, un jeu ou d'autres choses, vous risquez d'à peu près d'utiliser la même machine, le même PC et globalement les mêmes logiciels. Donc il y a une espèce de fusion du matériel, des compétences et du logiciel. Voilà. Hop. Alors avant de parler d'autres choses que des métiers annexes au jeu, je vais prendre 3 exemples de métiers de jeux vidéo. J'aurais pu en prendre plein d'autres, mais ceux-là, ils sont visuellement intéressants. J'ai pris Modeler. Donc, modeler, c'est la personne qui va modéliser les objets, les visages, qui va modéliser. Donc, globalement, on part d'une forme très simple, et en fait, et on va retravailler le détail de plus en plus. J'ai une vidéo. Donc, ça, c'est le logiciel, c'est ZBrush. Et globalement, là, le modeler, en fait, ce qu'il fait, il donne la forme générale de l'objet. D'accord, bon, c'est filmé en accéléré, on est d'accord. Ensuite, il va commencer à retravailler un peu plus le détail. Donc, de plus en plus. Hop, je vais le laisser finir parce que si je coupe, j'ai peur que le PTT explose. Et à la fin, globalement, il travaille les micro-détails. Donc ça, cette technique-là est faite vraiment, enfin, elle est commune à tous les métiers qui font, je dirais, de la 3D, que ce soit film, jeu et dessin animé, d'accord? Donc c'est vraiment les mêmes techniques. Ensuite, je vais prendre un autre métier, hop, qui est les textures. Donc là, en fait, il y a plusieurs logiciels, plusieurs techniques selon ce qu'on veut faire pour faire des textures. Il y a quelque chose qui peut être proche du procédural, de la peinture, et je vous montre. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est un objet qui a été modélisé par le modeleur, et en bas, vous voyez les icônes, là, en fait. Globalement, c'est des textures qui sont déjà faites, c'est des matériaux. Là, il a pris celle-ci, il a le jeté sur l'objet en 3D, et en fait, c'est appliqué automatiquement.
Et par l'espèce d'algorithme, ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a une espèce d'arête ou quelque chose, un creux, une bosse, il en déduit ce qui va mettre de la rouille. Et à partir de là, en fait, vous allez voir, il va paramétrer selon le résultat qu'il veut. Ensuite, il y a une autre méthode, c'est vraiment plus de la peinture. Donc là, l'objet, on est d'accord, enfin le visage, il est en 3D, il pourrait tourner autour et ainsi de suite. Donc ce qu'il fait, ben là, il va peindre les taches de rousseur. D'accord ? Ou il va peindre directement dessus, sur le visage. Donc là, après, il y a des outils qui aident. Vous avez vu, il peint d'un côté, ça peint de l'autre. C'est seulement de la symétrie. Hop. Et ensuite, il y a une autre technique pour texturer des objets qui ont été faits en 3D. Vous allez être plus clair, voilà. Imaginons que j'ai envie de faire un sol, d'accord, et j'ai envie de mettre un parquet. Je ne vais pas dessiner latte par latte, ça va être un peu long. Donc en fait, il y a globalement des textures qu'on crée. C'est des graphistes qui font ces textures sur Substance Designer, pour donner le nom, qui ensuite, on va la projeter directement, l'appliquer, un drag and drop, d'accord, qu'on va l'appliquer sur le polygone et ça va s'appliquer. C'est un peu les trois types de façons d'appliquer des textures à un objet. Hop. Ensuite, j'ai pris animateur. Donc là, c'est un peu plus technique, mais c'est intéressant. Donc là, on va voir trois choses, le rig, la pose et l'interpolation. Globalement, là, on est d'accord, on va partir d'un mesh. Hop, c'est ici. Ça, donc, ça aurait pu être le Godzilla, ça peut être ce qu'on veut. Okay, on va appliquer dessus un squelette. Ouais, on voit bien. C'est les barres, là, violettes. D'accord ? Pour dire comment ça va bouger. Vous avez vu, là, il applique au coude, au bras, enfin, au poignet et aux mains. Donc, il appuie sur un bouton, il lui dit, voilà, toi, tu es ici, toi, tu es là, et il applique. Ensuite, il va vérifier si ça fonctionne. Donc, il va prendre des poses un peu farfelues, voir si le modèle fonctionne bien. Je veux dire, voilà, s'il bouge pas, s'il bouge cette main-là, que l'autre main ne bouge pas, ou que l'épaule fasse un truc bizarre. Donc, il va juste contrôler ça. Et ensuite, il va animer. Donc, en fait, animer, qu'est-ce qu'il fait? En gros, il dit, voilà, il y a 60 images. Il va dire, à l'image 1, le personnage, il a l'arrêt. À l'image 2, il va commencer à sauter. À l'image 3, il va sauter. D'accord? Vous allez voir. En fait, voilà, image 1, 10, 20, 30, 40. Voilà, là, il met une clé, il met une clé, il met une clé, et il met une clé. Ça, c'est ce qu'il a fait. Et après, en gros, voilà, toujours c'est un algorithme, en gros, il va faire l'interpolation entre les points. Donc, ça va donner l'animation. Et hop là. OK. Là, le logiciel, pour ceux que ça intéresse, il y a des animateurs parmi vous, c'est Cascadeur. C'est un logiciel qui est en bêta. Donc, théoriquement, vous pouvez, bêta, ça veut dire que vous pouvez le tester sans l'acheter. Et ce logiciel permet aussi de rajouter de la physique aux animations, vous allez voir. Regardez, hop, et là, on a vraiment l'impression qu'il saute. OK? C'est juste, il comprend que c'est un humanoïde, il comprend qu'il est en train de sauter, donc il va donner plus d'impulsion et à la réception au sol, il va plier les genoux. Mais ça se fait automatiquement sans qu'on ait à le faire. Et à partir de là, il va rajouter de plus en plus, peaufiner l'animation en bougeant les mains et ainsi de suite. Pardon, j'ai pas su cliquer un peu fort. Donc ça, c'est en gros les trois métiers. J'aurais pu en prendre d'autres. La personne qui fait les effets spéciaux, tout ce qui est fumée, eau, nuages et pouvoir magique, d'accord. Ensuite, tout ce qui est codeur. Donc c'est vraiment, dans le jeu vidéo, c'est les personnes qui créent l'interaction. Autrement dit, on a l'animation, vous avez vu, on avait une animation de sauter. Ben, en gros, le codeur va dire quand tu appuies sur le bouton A, le personnage y saute. Et il y a aussi la personne qui met les lumières dans le décor. C'est aussi un nouveau métier, vraiment c'est très récent. C'est le lighter qui va faire l'éclairage dans le jeu vidéo. J'aurais pu prendre aussi game designer, level designer, les gens qui font la musique, enfin il y a plein d'autres métiers. Je me suis resté sur des trucs un peu plus visuels. Ensuite, là, on va passer sur les métiers qui utilisent la technologie et les compétences du jeu vidéo, d'accord, mais qui, a priori, au départ, ne les utilisaient pas, parce que les problèmes de machine, ainsi de suite. Là, j'ai pris donc une image d'un film, donc Godzilla, j'ai pris un Pixar, et j'ai pris un dinosaure d'un jeu vidéo. Donc ça, en fait, ça peut être fait par la même personne, avec le même logiciel et les mêmes compétences. Après, il y a des détails qui vont différer
je dirais en termes de texture, en termes de nombre de polygones, mais le process et le savoir-faire, c'est le même. Il y a peut-être une petite adaptation. En gros, on est beaucoup plus permissif dans le film, c'est-à-dire on peut rajouter plein de polygones, on peut faire des belles textures, on peut faire plein de choses. Par contre, si on fait un jeu sur DS, on ne peut pas faire la même chose. D'accord, ou sur téléphone. C'est juste que la puissance, elle le limite. Mais c'est vraiment un métier, enfin, on peut passer de l'un à l'autre. Je vais vous en présenter un autre, il y en a plein. Télévision. Alors ça c'est fun. En fait, c'était un je ne pense pas qu'il soit décédé, un présentateur télé en Amérique pour expliquer un peu les inondations. Donc en fait, c'est comme la météo, comme d'hab. Vous savez, le fond bleu ou pas, mais là on va dire que c'est un fond bleu. Et derrière, d'habitude, on projette une image, ainsi de suite. Là, on va projeter en fait un jeu vidéo. Regardez, vous allez voir. Ça, c'est en temps réel. D'accord ? Donc derrière, il y a un codeur qui attend que lui dise « fais monter la rivière », il va appuyer, et l'eau, elle va monter. Et physiquement, la voiture, elle va commencer à onduler de plus en plus. Vous allez voir, la tempête va s'accélérer. Donc ça, c'est... voilà, là, il augmente. Et ainsi de suite. Et la tempête arrive. Attention à nous. Voilà. Hop, et ça s'accélère. Donc ça, c'est assez intéressant. J'ai rencontré des gens qui font ça en France, France Télévisions. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en gros, ils ont très peu de temps pour faire quelque chose. Donc par rapport à un jeu vidéo où on va mettre 2 ans, 6 ans, enfin on peut mettre vraiment beaucoup de temps, quoi. Eux, ils ont des fois genre 24 heures pour faire quelque chose, 8 heures, 6 heures. Donc en termes de réactivité, de connaissances et surtout de variété, d'accord, on ne va pas passer tout le temps à faire les mêmes choses, on va faire beaucoup. Un coup, ça va être ceci, un coup, ça va être, je ne sais pas, une navette qui se pose je ne sais où. Enfin, vous voyez un peu le concept. Donc c'est assez intéressant. Et il y a très peu de gens qui font ça. Ensuite, les séries. Donc ça, c'est le dernier truc à la mode, vraiment. Ça a 2-3 ans, vraiment. Imaginez, en fait, ça, c'est un écran de 10 000 pouces, d'accord, curvé, comme ça. C'est un écran, comme une télé, mais genre géante. Et dessus, il y a un espace, et on peut mettre ce qu'on veut. Donc, globalement, en fait, imaginons, là, je vais mettre une voiture, d'accord. Je vais mettre un peu de sable pour faire genre qu'elle est, enfin un peu de neige, fausse neige, et derrière je vais projeter une vidéo, mais pas une vidéo en fait du jeu vidéo, enfin plutôt du temps réel, comme si c'était une image, enfin une séquence d'un jeu, d'accord. J'ai une petite vidéo pour illustrer le truc. Voilà, j'ai pris ça parce que je trouve ça marrant. Donc lui c'est un super-héros dans une série, quoi, il est sur un cheval en plastique là, et ça donne ceci. Ça permet en fait par rapport à un fond bleu ou d'autres techniques, ça permet en fait de récupérer les reflets des images, d'accord, sur l'armure, sur le casque. Donc ça rend, on a moins de travail derrière. Je vais le laisser finir. Voilà. Ça permet aussi, ça c'est beaucoup utilisé dans les clips. Il y a énormément de clips qui fonctionnent comme ça, où en fait il n'y a rien derrière, il y a juste le personnage, là, le chanteur qui est au milieu. Ou sinon pour la pub. Si on veut donc on va mettre une voiture dedans, on va faire semblant qu'il y a de la neige, et ainsi de suite. Et en filmant, en faisant attention à certains détails, on aura vraiment l'impression qu'on est en train de tourner une pub en Alaska. Et ça se développe beaucoup. Ouais, je continue. Conception. Donc ça, c'est automobile, la même chose. Je ne sais pas si vous avez regardé, moi j'ai regardé parce que c'est un peu mon métier et je suis curieux. Aujourd'hui, quand vous voulez acheter une voiture, globalement, vous pouvez la configurer. Donc vous allez pouvoir choisir sa couleur, vous allez pouvoir choisir énormément de choses. La technologie qui est derrière, c'est clairement du jeu. Okay, c'est vraiment un moteur de jeu. Comme on a vu tout à l'heure avec les fonds bleus, c'est encore un moteur de jeu. Donc ça, c'est là, ce qu'on va rechercher comme métier annexe, enfin des métiers du jeu vidéo, ça ne va pas être la personne qui modélise, parce que normalement, toujours le modèle vient du constructeur. Autrement dit, c'est, je ne sais pas qui là, c'est en gros Renault qui va donner le volume et nous on va juste appliquer les textures et faire de la lumière. Par contre, si à un moment on veut faire un intérieur avec un siège super beau, ben là on va demander au modeleur qui remodélise un siège pour qu'on sente bien le cuir, les matériaux, que ça valorise un peu plus, quoi. Alors que, voilà, donc ça c'est vraiment l'automobile. Ça permet aussi de concevoir, mais ça je l'expliquerai un peu plus dans la phase d'après. Aujourd'hui on peut aussi clairement concevoir tout le véhicule en 3D. Et se promener dedans, regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, vous voyez les distances, l'interface, sans avoir à produire un volume en fait. On produit le volume qu'à la fin. C'est la petite vignette ici.
Donc ça, c'est clairement, l'automobile travaille beaucoup avec la techno du jeu. Hop. Conception. L'architecture aussi. Bon, je pense que tout le monde a vu Vent Maison cherche truc. Hein. Ben, c'est la même chose ici. C'est vraiment des plans d'architecture. J'ai bossé un moment avec une start-up, en fait, leur idée, je pense que ça s'est développé. Ils travaillent, eux, avec des promoteurs. Ce qu'ils font, c'est, vous voulez acheter quelque chose, enfin un appartement, il n'est toujours pas construit. Ok, bon, vous visitez dedans, donc on est clairement dans la techno jeu vidéo, où on se balade dessus, mais vous pouvez aussi choisir les matériaux. Donc, vous allez appliquer le sol, vous allez appliquer les meubles, vous allez faire ce que vous voulez, et à la fin, vous avez une espèce de devis global de appartement, meubles, voitures, le tout sur le net. Et est-ce que, ouais, je pense qu'on voit, vous voyez la répétition du sol là, la texture qui se répète en fait, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la texture, vous savez les trucs procéduraux qu'on applique sur un polygone au sol, et en fait on sent que ça se répète. Donc c'est, voilà, en fait là ça trahit et on voit bien que c'est de l'image en 3D quoi. L'autre chose aussi en architecture, c'est vraiment pour les, pareil j'ai un tout petit peu bossé pour eux, pour les concours d'architectes. En fait, les architectes font beaucoup d'images pour remporter un concours, pour construire un bâtiment, ce genre de choses. Et en fait, jusqu'ici, ils travaillaient avec des moteurs qui n'étaient pas en temps réel, donc pas du jeu vidéo. Ça veut dire que quand ils voulaient calculer une image, ils disaient « je veux cette image » et ils revenaient 8 heures après, d'accord ? Et ils regardaient l'image, ils se disaient « ah ouais, elle n'est pas bien, en fait, ça ne me plaît pas, je suis obligé de recommencer ». Et les délais sont très courts. Alors que là, en fait, on va le faire avec la techno du jeu. On va placer les lumières, on va faire ce qu'on veut et on va faire en gros une capture d'écran. Donc ça permet vraiment d'avoir plein de contenu très rapidement pour répondre à des concours. Là, pour être sincère, c'est pas mal d'archis qui bossent, qui se sont mis aussi, eux, au moteur de jeu. Aujourd'hui, dans les écoles d'archi, beaucoup enseignent justement cette technique. Et parfois, ils font appel à des gens qui viennent du jeu vidéo pour un peu sublimer le truc ou pour optimiser le truc. Le truc, je veux dire l'image. Donc voilà, ça c'est la partie conception en architecture. L'apprentissage. Donc, cette image veut tout dire, globalement. C'est imaginer, vous devez comprendre comment fonctionne une montre. C'est beaucoup plus facile si d'un coup je mets un casque, je vois la montre, je peux éclater la montre, d'accord ? Et tourner autour et voir comme les trucs interagissent les uns avec les autres. Ça s'utilise aussi énormément, vous allez voir, j'ai une petite vidéo, hop. Donc pour tout ce qui est réparation d'objets, enfin réparation, je ne sais pas, de tuyaux électriques. Pareil, si on veut comprendre des formes complexes ou des choses abstraites, tout ce qui est AR/VR fonctionne vraiment bien. Et ça s'utilise, enfin ça a l'air un peu comme ça science-fiction, mais il y a beaucoup, enfin c'est un marché, je dis ça, qui se développe énormément. Mais vraiment beaucoup, et beaucoup d'usines ou de grosses industries l'utilisent pas. Alors que ça fait un peu gadget, mais pas du tout. La même chose, si vous devez réparer quelque chose, vous mettez vos lunettes, il y a un truc qui s'applique par-dessus, qui va se réimprimer dessus, vous allez savoir à peu près comment la réparer, ou être sûr que vous n'êtes pas en train de faire n'importe quoi. Voilà, ça c'est l'apprentissage, et ça se développe vraiment. Ça a mis un peu de temps, mais là ça arrive en courant. Ensuite, alors Airbus, aérospatial, donc eux, alors ça j'étais le chercher directement, je n'ai pas bossé pour Airbus, soyons clairs, mais eux en fait utilisent pareil un moteur de jeu vidéo pour concevoir leurs avions, et d'après ce qu'ils disent, donc j'ai fait un copier-coller Airbus, ils ont réduit 30% le temps de conception, donc je pense aussi que les budgets de conception sont plus faibles. Et voilà, c'est dans toutes les autres industries. Je sais aussi, j'ai donné des cours aussi à des gens dans des usines qui travaillaient pareil avec le même type, qui eux étaient plus dans la représentation d'usines, pour avoir une vision globale et pas juste des petits morceaux. Enfin, c'est assez étrange. Après, hop, les autres métiers transversaux. Et là, c'est les transversaux dans les deux sens. Coiffure. Donc ça, c'est des faux cheveux, d'accord ? C'est des cheveux en 3D. J'ai découvert ça, pareil, il n'y a pas super longtemps, peut-être 1 ou 2 ans. J'avais besoin d'avoir des cheveux hyper réalistes pour un client. Donc j'ai passé mon temps à chercher qui pouvait me faire des cheveux. Et en gros, j'ai rencontré des gens, et c'est là où j'ai vraiment percuté.
c'est qu'en fait, j'avais rencontré quelqu'un qui avait fait des études de coiffure, okay, un vrai coiffeur de base, qui avait décidé d'arrêter de faire de la coiffure et qui avait appris des logiciels pour faire justement des coiffures en 3D. Donc c'est là que j'ai trouvé ça intéressant, espèce de passage d'un métier vrai, enfin vrai, je veux dire physique, à un métier, je dirais, dans le numérique. Et je sentais la plus-value, vous savez, dans le sens, ces coiffures faisaient plus vrai que si moi j'apprends le logiciel et je commence à mettre des cheveux un peu partout, parce que je trouve ça cool. Donc ça, c'était intéressant. Et la mode. Donc la mode, en fait, on aurait presque pu faire une présentation basée sur la mode, parce que ça, c'est le secteur qui se développe vraiment le plus. Et je vous ai pris un truc un peu intéressant. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous êtes là, vous prenez des pauses, d'accord? Vous appuyez, vous avez avant choisi un vêtement, et en gros, le vêtement, bon là, c'est pas le truc le plus représentatif, voilà, et le vêtement, en fait, s'applique sur vous. Il y a énormément d'autres choses, il y a aussi des miroirs magiques, enfin ça s'appelle miroir magique. C'est en gros, vous êtes devant un miroir directement, vous choisissez le vêtement, vous tournez, et sur le miroir, pardon, j'ai oublié le micro, et sur le miroir s'applique vous avec le vêtement. Mais c'est aussi dans le design des chaussures, enfin c'est vraiment, ça se développe énormément. Il y a tous les sites de vente en ligne de vêtements qui essaient de faire de la 3D, parce que justement, ça va faire une expérience beaucoup plus ludique. D'accord, vous avez la basket, vous pouvez tourner autour, vous avez les fringues, vous pouvez zoomer, vous pouvez vous mettre dessus. Enfin, c'est un début de métaverse. On en parlera vite fait, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment des métiers qui se développent, enfin des secteurs d'activité qui se développent sur le numérique. Les arts vivants, j'ai mis une vidéo mapping. En fait, c'est un peu comme tout à l'heure avec les grands, vous savez, les écrans géants là, de 1000 pouces. Où là, en gros, en fait, on a une architecture de base, okay, un monument, et dessus, on va projeter des images. Le Cirque du Soleil l'utilise, d'accord, pour faire des décors un peu spectaculaires. Après, le but, c'est que vraiment, c'est fait en temps réel. Donc, imaginez s'il y a quelqu'un, tout ce qui est danse l'utilise aussi pas mal. Vous savez, des danseurs qui passent de droite à gauche, et en fait, derrière, quelqu'un en temps réel peut les faire suivre une lumière ou un effet visuel. Alors que si on fait un film, il faut vraiment être carré, quoi, en termes de chrono. Le théâtre aussi commence à utiliser ça énormément pour justement avoir plein de décors variés et pas avoir juste un décor. Et là, j'ai pris cet exemple-là. C'est pas le plus parlant parce que c'est une zone, enfin, c'est un bâtiment donc de, je sais pas, de 20 étages. Et c'est lors d'un festival de vidéomapping où en fait chacun vient présenter son œuvre. Donc on est d'accord que c'est vraiment un bâtiment et on projette dessus une vidéo. Donc c'est sûr que les projets, ils ont la pêche, mais voilà, ça donne ce genre de résultats. Ça pourrait être en temps réel, clairement. Hop. Je continue. Ensuite, animation. Donc ça, c'est un peu, bon, ça a été un peu vu avec Avatar. C'est la technologie d'Avatar qui aujourd'hui est accessible à tout le monde. Je vais vous montrer c'est exactement quoi. En fait, on met une combinaison, on met un casque avec une caméra qui nous filme, et en temps réel, ça retranscrit derrière l'animation. Donc bon, ça c'est clairement du cinéma ou du jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on prend, j'ai mis polyvalence, c'est dans le sens c'est que les métiers changent vraiment. Avant, il suffisait de savoir animer sur un logiciel. Maintenant, il y a des logiciels qui vous permettent d'animer encore plus rapidement et d'une façon plus réaliste. Et maintenant, il y a cette technologie qui arrive qui, en fait, ne va pas tuer les animateurs. Par contre, ils auront une base beaucoup plus solide pour pouvoir l'implémenter. Donc, c'est vraiment les métiers changent, évoluent en temps réel. C'est le cas de le dire. Hop, les scans 3D. Donc ça, c'est des visages qui ont été scannés. Parmi eux, il pourrait y avoir un visage qui a été scanné. C'est comme quand vous faites un scanner d'un genou ou quoi que ce soit, d'accord? Seulement que là, le scanner va prendre aussi les textures, autrement dit la couleur et le volume. Donc ça, ça s'utilise aussi pas mal. À peu près tous les jeux vidéo aujourd'hui de foot ou je ne sais quoi, où dès qu'il y a un acteur connu, clairement, il a été scanné. Okay. Mais derrière, souvent, il y a un modeleur qui va arriver derrière pour un peu sublimer l'image, en fait. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on est passé, pareil, du métier du modeleur qui sait juste modéliser un peu, voilà, il connaît le logiciel, il sait faire des trucs réalistes. Mais maintenant, on lui demande, écoute, ok, tu sais modéliser, tu sais faire des trucs réalistes, mais on va te demander de pousser un peu, de sublimer le réalisme, en fait. Voilà. Hop, je continue.
pareil. Alors ça, c'est assez récent. C'est des banques d'éléments, de textures, de logiciels gratuits. Autrement dit, aujourd'hui, vous pouvez, en cherchant un peu sur le net, vous allez trouver, c'est de la photogrammétrie. La photogrammétrie, en gros, je prends plein de photos d'un objet, d'accord, je tourne autour, j'appuie sur un bouton plus ou moins magique, et ensuite j'ai l'objet en 3D. D'accord ? Je n'ai pas besoin de modéliser, je n'ai pas besoin de le texturer, c'est un objet statique. Donc ça, c'est la photogrammétrie. Il y a aussi la création de textures. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est des outils, des banques d'éléments qui sont distribués pour l'instant gratuitement. Là, le seul problème, j'ai envie de dire, c'est qu'il en sort beaucoup et il faut avoir le temps de les apprendre. D'accord ? Donc moi, souvent, j'interviens dans des entreprises qui, en gros, savent que ça existe parfaitement, mais qui n'ont pas le temps de l'utiliser. Donc j'interviens presque pour leur dire, voilà, en fait ça fonctionne comme ça, je leur fais gagner, en gros, quelques heures de tuto, quoi. Et donc il y a vraiment beaucoup d'éléments, enfin texture, c'est vraiment bien. Je trouve que ça s'intéresse, c'est Quixel, d'accord, Bridge, Quixel. Et le moteur de jeu que je parle depuis tout à l'heure, c'est UE4, qui est aussi gratuit. Et il y a plein de tutos en français sur le net. Donc ça ne vous coûtera rien, en gros. Et c'est vraiment bien, vraiment bien. Et ouais, ça vous permettra même de savoir si ça vous intéresse ou pas, d'une façon autonome. Donc j'arrive vers la fin, 24 minutes, je suis presque bon. J'ai mis ici un peu ce qui arrive, sachant que je ne suis pas médium. A/B testing, en gros, c'est tout ce qui est marketing. D'accord ? Rappelez, je vous ai dit le truc pour configurer sa voiture, bleu, jaune, rouge. Aujourd'hui, ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est, en gros, on va créer l'objet en 3D, on va regarder que les gens veulent l'acheter ou pas, et s'ils veulent l'acheter, on va le produire. On n'a pas besoin de le fabriquer, on n'a besoin de rien. Donc tout ce qui va être consommation qui permet de faire ça, type de produit, d'accord, va utiliser ça. Ça, c'est totalement sûr, il commence à le faire déjà. Le métaverse, c'est, comment dire, pour ceux qui jouent, c'est une espèce de MMO, d'accord. Pour ceux qui ne jouent pas, ça serait un espace virtuel où on se promène et on peut consommer ou apprendre des choses. Moi, le métaverse, j'y crois sous la forme qu'on a vue tout à l'heure d'apprentissage avec le casque, d'accord. On peut imaginer des écoles virtuelles où on rentre là-dedans, on se promène, on n'a pas besoin de se promener dans les couloirs, mais où l'apprentissage se fait sous forme d'avatar, mais surtout en termes de représentation en 3D, de volume, qui est beaucoup plus simple pour apprendre les... Ensuite, le NFT. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le NFT, en gros, c'est des images sur le net qu'on se vend l'un l'autre. Et à chaque fois qu'on se la vend, on va essayer d'augmenter le prix. L'idée du NFT, enfin, là, c'est assez intéressant parce que beaucoup d'industries veulent faire des NFT parce que, soyons clairs, c'est à la mode. Donc la mode utilise vraiment beaucoup de NFT. Les films vont s'y mettre. Donc là, il y a clairement... Enfin, c'est un nouveau métier, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais les NFT génèrent, génèrent du travail. Le cinéma... Alors ça, je vous ai expliqué tout à l'heure le cinéma dans le sens pour modéliser et ainsi de suite. Il y a pas longtemps, c'est pareil, je dis ça parce que ça m'est arrivé, c'est en termes de concept, je pense que certains d'entre vous savent, en gros, avant de faire un film, on va faire des dessins, d'accord ? Et on va voir si ces dessins, les décors, si c'est joli, si c'est pas joli. En gros, tout le monde, tous les jeunes veulent faire concept art, globalement. Là, aujourd'hui, ce qu'on fait, ça arrive, c'est déjà là. En fait, on va vraiment faire presque des concept art en 3D. On va modéliser on va faire les scènes 3D de certains moments clés, ok. Et là, on va dire au réalisateur, le réalisateur va se promener dedans pour voir à peu près exactement ce qu'il veut. Donc on n'est plus passé de la 2D où on lui donne un dessin et après il faut que les décorateurs travaillent et ainsi de suite. Là, on est globalement dans un décor de 3D conçu par le réalisateur. Et on peut carrément enregistrer les travelling de caméra et ainsi de suite, quoi. Donc ça, c'est super kiffant. Et ensuite, il y a la BD. Ça peut sembler étrange. Il y a aussi, ça marche un peu, je pense que ça va se développer, puisque tout se développe à ce niveau-là. C'est des BD en 3D, je ne sais pas si vous en avez vu ou pas. C'est globalement, en fait, tu as la tablette, et tu as une case, et en gros, quand tu vas bouger la case, enfin la tablette, vu que c'est la 3D, on va voir ce qui se passe derrière. Ok, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, c'est en gros une vignette à animer, dans le sens, il peut flotter, il peut se passer des choses. Enfin voilà, c'est une espèce de vignette animée en 3D du jeu vidéo. Et j'aurais pu parler de l'IA, mais c'était aussi encore un autre projet. Enfin, c'est vraiment très long. L'IA, l'intelligence artificielle, est en train de changer aussi énormément de choses dans tout ce qui se développe actuellement.
Merci Manuel pour cette première introduction au métier. Et en fait, on va continuer. On va un peu reprendre tous les métiers que tu as cités, toutes les industries. L'idée, ça va être de partager un petit peu nos expériences. Et puis, je vais peut-être nous présenter, puisque effectivement, donc toi, tu t'es présenté rapidement. Je vais présenter Nicolas, et je me présenterai après. Nicolas Gagnon. Nicolas est un designer. J'ai des notes, parce que c'est un peu... c'est chargé quand même. Non, je ne vais pas la lire en entier. Non, je vais lire 3 lignes de ta bio, parce que de toute façon, ta bio faisait 2 pages. Mais j'ai bien aimé le texte. Nicolas est un designer multidisciplinaire travaillant sur de nouvelles formes de paysages et leurs imaginaires à l'aide de technologies immersives en temps réel, de design d'interaction hybride et de récits expérimentaux. Son travail se caractérise par la déconstruction du rôle traditionnel du sujet, invitant les gens à construire activement leur propre point de vue à travers des questionnements poétiques résonnant dans l'inconscient. Et je trouve ça très joli, très beau. C'est un ami qui me l'a écrit pour moi. Mais j'entends. Mais donc voilà. Il est directeur de la technologie pour l'agence Luxignon et initiateur et cofondateur du collectif UBHTM et du studio Nirva Lab à Paris. Voilà. Donc ça met un peu en perspective. Voilà. On est à la fois dans la technologie, à la fois dans la poésie. Et tu vas aussi nous présenter un projet sur lequel tu travailles, qui est le Polarpod. Merci. Et donc moi je suis Emmanuel Forsens, je suis le directeur de l'Agence française pour le jeu vidéo, l'AFJV, et j'ai eu tout un parcours dans le jeu vidéo avant de créer l'AFJV, puisque j'ai commencé en même temps que le jeu vidéo en France, dans les années 80. Voilà. Et donc nous allons parler de ce que le jeu vidéo, d'une manière générale, apporte ou peut apporter à d'autres métiers. Qu'est-ce que les autres métiers peuvent apporter aux jeux vidéo et quelles sont les passerelles qui existent entre ces différentes industries et ces différents métiers. Voilà. Donc, je vous propose de partir de nos propres expériences, à nous trois, à travers des anecdotes, à travers des histoires, pour essayer d'être le plus précis possible, pour, sans doute, j'espère, vous donner des idées, des envies, des questionnements, l'envie d'aller plus loin, d'aller un peu chercher, un peu fouiller par rapport à tous ces métiers, par rapport à tout ce que tu as dit aussi tout à l'heure. J'espère qu'il y en a qui ont envie de mettre des textures et de voir si ça taille ou pas. C'est ça. Voilà. Nicolas, tu nous parles un petit peu de Polarpod ? Je pense qu'il est allumé, non ? Oui, il est là. Ouais. Il est allumé. Ouais. Alors je vais faire circuler plusieurs images. Je ne vais pas faire très longtemps, mais c'était juste parce qu'il y a une espèce d'histoire qui est en train de naître entre Tumo, l'école, et ce projet. Donc Jean-Louis Atienne avait lancé il y a une dizaine d'années et qui se concrétise donc, dans la fabrication, normalement décembre 2023. Donc c'est une station scientifique qui devrait partir dans le courant circumpolaire en Antarctique. Et dans les premières rencontres que j'avais eues avec Jean-Louis il y a 6-7 ans, on avait commencé à déjà... On était dans une recherche de levée de fonds et on avait passé ce projet-là en réalité virtuelle à l'époque. Donc c'était pas très performant et tout ça, mais ça nous avait quand même permis d'approcher des parcours de financement pour ce projet. À travers ça, voilà, on organisait des déjeuners où il y avait une espèce de petite expérience en VR. Voilà. Donc toute la partie ingénierie du projet qui est faite par un architecte naval que j'adore qui s'appelle VPLP, qui sont les meilleurs français pour faire même de la performance, voilà, des choses comme ça, nous accompagner sur la conception. Et est née aussi une espèce de collaboration sur le design intérieur de cette station. Il y a 4 étages, donc ça va être habité. Il y a 7 personnes, dont des navigateurs qui sont de l'Agence spatiale européenne. Voilà, et a commencé à naître autour de cette dimension, de cette petite chose, juste pour pouvoir montrer le projet à des Happy Few pour trouver du financement, est devenu quelque chose d'assez virtueux autour de l'utilisation des architectes navals, de la VR, qui sont preneurs des modèles. On a fait du design d'expérience, donc qui sont formés avec des technologies qu'ils n'utilisaient pas du tout, qui sont celles du temps réel, voilà, ou des choses comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez vous renseigner, il y a un site internet qui parle de ce projet-là. Voilà. Donc, c'est pour étudier le climat. Vous regardez il y a tous les programmes scientifiques. Et au moment où on a
le projet est reparti, on s'est dit on va faire une vraie expérience en VR avec un peu plus de moyens, un peu plus de temps. Et il existe en parallèle un partenariat avec les CCSTI, donc les centres de culture et de recherche scientifique, technique et industrielle. Pardon, voilà. Et on a décidé de faire un partenariat avec Tumo parce qu'en fait, ce projet pour étudier le climat, il y a des vrais programmes scientifiques, voilà, mais on voulait. Ce projet, il est pour les 12-18 ans. Et on avait voulu que Tumo, en plus, on l'a su après avoir fait cette proposition d'intervenir sur ce projet-là. Il se trouve qu'ils ouvraient une classe avec une thématique sur le climat. Et donc, ça collait parfaitement. Donc voilà, on espère pour que l'année prochaine, on est en train d'essayer de trouver un modus operandi pour que des élèves puissent participer à cette expérience en VR, une pastille, un souvenir, quelque chose où ils ne feraient pas que de la fabrication de choses qui auraient été décidées par des gens qui travaillent déjà on va travailler avec Atlas V, par exemple, qui est un producteur de VR, voilà. Et donc de leur donner un petit espace où dans cet espace-là, ils peuvent travailler le graphisme, l'imaginaire, voilà, peut-être un souvenir, quelque chose comme ça, qui serait une petite pastille entièrement à leur réalisation. Voilà. Donc c'est pour ça que je tenais à commencer par parler de ce projet-là. Voilà. Et je confirme, il y a plein d'informations, si ça vous intéresse. Donc PolarPod sur Internet, il y a des vidéos qui expliquent très bien le concept. Je ne m'étends pas sur moi, c'était plus pour parler de l'histoire. Non, mais super, avec plaisir. Et en plus, donc, il y a un partenariat avec Tumo. Enfin bon, bref. Donc, voilà, une belle mise en abîme. Je vous propose de commencer notre parcours des différentes industries. J'ai à peu près repris les mêmes que celles que tu avais dans ta présentation. Donc, on va parler de l'animation, du cinéma, de l'architecture, de la muséographie, de la formation, de la mode, de la robotique, de la sécurité informatique, des NFT, blockchain, crypto-monnaie, etc. etc. Et s'il nous reste encore un tout petit peu de temps, il y a aussi un certain nombre d'industries qui sont issues de l'industrie du jeu vidéo, qui ne sont pas directes. Je pense par exemple à la presse, à l'e-sport, à toutes ces industries-là. L'animation. Donc on va commencer par l'animation. Est-ce que vous avez des expériences dans l'animation parce que en gros aujourd'hui, donc ce que j'entends par l'animation, pour faire simple, c'est le dessin animé. Hein. Le dessin animé, au sens large, ça peut être aussi bien du dessin animé traditionnel 2D que du dessin animé Pixar 3D. Parce qu'aujourd'hui, typiquement, les tech artistes, donc peut-être qu'il faudrait définir ce que c'est qu'un tech artiste, un technical artist. En fait, c'est un technical artist. En gros, il est entre le graphiste et le codeur. En fait, il va créer des outils en codant, en faisant plus ou moins en codant, on peut dire ça, pour que les graphistes puissent travailler plus vite et soulager globalement. Tout ce qui est effets spéciaux, par exemple, enfin, tout ce qui est particules, c'est ça. Ce qu'on appelle les shaders aussi. Et optimisation aussi, pas mal. Oui. Ouais, il travaille sur Houdini, pour ceux qui Houdini ils sont dessus. Oui. Donc oui, d'une manière générale, la production, le côté temps réel, t'en as beaucoup parlé, mais je pense qu'on va le retrouver tout au long de cette présentation. En fait, le temps réel, et c'est ce que tu disais aussi quand tu as fait la présentation, dire que la VR, l'intérêt, c'était de pouvoir, en temps réel, visualiser, se déplacer, interagir potentiellement avec un environnement. Donc c'est ça qui fait rêver un petit peu, qui fait rêver toutes les autres industries, y compris l'animation. Il y a une dizaine d'années, on est arrivé, je ne sais pas si tu t'en souviens, Emmanuel, ce qu'on appelait les WYSIWYG, qui étaient donc des formes de middleware. WYSIWYG, c'est what you see, it's what you get, voilà. Et qui est un peu, c'est à partir de là où ça a commencé un peu, je pense, à transpirer dans dans l'architecture, dans les sciences, où on avait très peu de latence entre le pronostic, donc modèle au sens large, de faire une modélisation au sens de pronostic, et le retour sur le calcul ou le pronostic qu'on faisait, voilà. Donc, soit par la simulation ou de l'approximation. Des fois, on n'avait pas besoin d'avoir des simulations très puissantes. Voilà, donc c'est WYSIWYG. Ouais, on a accéléré et surtout, on crée cette envie dans l'industrie, dans l'architecture, de changer d'outil, d'aller effectivement vers ce que faisait le jeu vidéo, vraiment avec le CryEngine, qui est un des premiers moteurs sur lesquels moi j'avais travaillé, qui était... tous les gens, quand ils voyaient ça, ils trouvaient ça hallucinant. Moi, je bossais dans l'architecture à l'époque, et ça a été vraiment la révolution pour eux à cette époque-là, de dire on n'a pas les bons outils, on ne travaille pas de la bonne façon. C'est sûr que oui, le jeu vidéo a
a fait rêver pas mal de gens. Enfin, le CryEngine, alors pour le coup, il y en a eu pas mal d'autres avant. Manuel, tu voulais dire quelque chose? Ouais, en fait, oui, c'était ça. Enfin, je repars sur l'anime. Ouais. En fait, ouais. Et moi, j'ai eu 2-3 rendez-vous avec des boîtes d'anime, en fait. Eux, en fait, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir produire vite, autrement dit, en gardant une certaine qualité. Aujourd'hui, avec les moteurs de jeu, on peut animer sur Maya, donc un logiciel d'animation, voir le résultat en temps réel sur le moteur de jeu, avec les textures, ainsi de suite. Faire même tout ce qui est cinématique, enfin tout ce qui est storyboard animé en 3D. En gros, ça, ils arrivaient à le maîtriser assez bien, puisque globalement, c'est une technique commune. Là où ils allaient chercher des gens du jeu, c'était vraiment dans l'optimisation et dans le rendu de l'image. Autrement dit, parce qu'en fait, les animateurs, c'est comme on a vu tout à l'heure avec le dinosaure, ils vont mettre plein de polygones, parce que c'est cool les polygones, mais ça fait des volumes trop lourds à gérer en temps réel. Donc, il fallait leur dire, il faut se calmer avec les polygones, les textures. Et aussi l'aspect lumière, pareil, parce que ça demande les rebonds de lumière, ça coûte cher. Et vraiment, en fait, c'était plus le côté technique, optimisation. Alors ça a été le résultat, parce que en fait, moi je me souviens, donc pour la petite histoire, en 96, j'ai un copain qui a créé une boîte d'animation qui s'appelle JSBC. Je suis bien content, ça s'invente pas. Moi, j'étais à Cryo à l'époque, et il est venu me voir en me disant, je vais créer ma boîte, je vais faire du dessin animé, donc c'est plutôt du dessin animé traditionnel. Associons-nous, donc prends des parts dans la boîte, parce que de toute façon, forcément, on va bosser ensemble, parce que le jeu vidéo et l'animation, ouais, ça va fusionner dans quelques années, c'est les mêmes technologies. Je précise, c'était en 96, on n'est jamais arrivé à bosser ensemble, pour plein de raisons. Mais c'est principalement le financement en fait, qui a coincé ces deux univers totalement différents. Mais c'est pas là où je voulais en venir. On s'est refait une petite réunion il n'y a pas très longtemps parce que il a vu donc mon copain qui a monté la boîte, il a vu une démo de Unreal 5, de Unreal Engine 5. Et en fait, ce qui fait rêver les concepteurs, enfin les animateurs dans l'animation, c'est que quand ils voient un jeu vidéo, ils disent mais c'est dingue, tu produis des minutes, des heures d'animation sans t'en rendre compte. C'est-à-dire que tu bouges ton joystick, tu déplaces ton personnage fait une action, j'ai juste à appuyer sur REC et c'est ça, j'ai créé un dessin animé. Sauf que voilà, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, que le dessin animé, il y a un scénario, que voilà. Mais c'est ça qui les a vraiment amenés aux jeux vidéo au départ. Et ensuite, quand on essaye de travailler ensemble, effectivement, c'est sur des moteurs temps réel. Et en fait, ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça, mine de rien. Oui, enfin moi ça m'est arrivé plein de fois d'aller dans les industries qu'on a vues là, pareil, enfin UE5. Donc je sais pas, l'automobile justement, ils avaient vu une vidéo sur le net en temps réel, en VR, d'une Porsche, où en gros on a le casque, on vraiment l'impression qu'on a une Porsche, on se promène dessus, on peut monter dedans, enfin c'est merveilleux quoi. Et ils pensaient qu'on pouvait faire ça en gros, je sais pas, 4 après-midi quoi, puisque oui, c'est du temps réel en fait, donc ça va vite. Et là, ouais, on leur explique que non, en fait, ça va coûter une blinde et que derrière, il y a vachement de compétences, de gens, et pour arriver à ce résultat-là, quoi. Donc c'est vrai qu'après, enfin, je déborde un peu, mais le temps réel donne l'impression que ça va aller vite, que c'est facile. C'est ça, parce qu'eux, en fait, ils voient le résultat du travail, ils ne voient pas le travail qu'il y a en amont. C'est ça. Et ce qui est important aussi dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi d'acculturer ces univers pour qu'ils se rendent compte que ça, c'est pas le travail, ça, c'est juste le résultat de centaines d'heures de travail qu'il a fallu pour modéliser, pour texturer, pour optimiser. Nicolas ? Ce qui se passe aussi en animation, enfin animation au sens de personnages, d'animer des personnages et tout ça, en bossant sur un projet d'adaptation de BD de Marc-Antoine Mathieu en VR qui s'appelle Sens VR, du coup plutôt produit avec Arte qui nous avait aidé sur ce projet-là. On a été très vite confrontés au fait, c'est un jeu où il n'y a rien, c'est juste l'horizon et un personnage qu'on suit. Et ben, justement, pour passer de la BD à... il faisait tous les posings, donc je pense que c'est pas qu'on aura toujours besoin d'animateurs, mais aujourd'hui, il y a des caméras qui peuvent
standards qui peuvent filmer des gens et en déduire un squelette et animer un personnage. Donc, il ne faudrait pas vous le jouer. Il y a des rococos, il y a des combinaisons avec des capteurs qui permettent de le faire. Mais cette façon de faire les posings, enfin, c'est vraiment, ça vient de l'observation en fait, dans le réel. Parce qu'on pense que les outils effectivement vont pouvoir compenser une espèce le travail humain. De travail de regard et de regarder qu'est-ce que c'est que dans un Walt Disney, les positions, il y a des gestes qui doivent ressortir plutôt que tout soit fluide. Donc voilà, de faire ça et que les logiciels résoudront pas ce problème qui est celui du style, et qui fait en stop motion. On adore encore le stop motion parce qu'il manque toutes les images, ça fait travailler l'imaginaire, des choses comme ça. Le style, ouais. c'est un bon terme. Il y a une grosse tendance des logiciels à simplifier les pipelines. Même, c'est quand même une industrie. Toutes les cartes ont été en 20 ans. Je trouve qu'il y a beaucoup moins d'innovation, par exemple, dans les logiciels. Aujourd'hui, les cartes sont quand même un peu distribuées avec des acteurs majoritaires. Voilà, il y a l'IA qui amène beaucoup de choses en ce moment. Et on n'a pas parlé, mais je pense que dans les communautés du libre, qui viennent du libre, donc de Blender, qui sont d'autres de logiciels, ou de Godot, par exemple, qui est un super moteur de jeux vidéo, il y a une promesse dedans parce que je vois beaucoup de jeunes s'y engager parce que les outils sont. C'est quoi le moteur que tu as cité? Godot Engine. D'accord. Voilà, c'est quelqu'un du MIT qui a monté ça D'accord. depuis très longtemps. Et là, vu que les technologies ont évolué. Et c'est un moteur de jeu? Ouais. Donc on peut développer un jeu. C'est comme Unity, je sais si d'accord, ok. Donc c'est comme Unity. C'est un peu l'équivalent de Unity, voilà. Donc c'est à la fois un moteur de rendu, mais avec une feuille de route où, en termes de compétences, investir du temps à se former sur ce logiciel-là, la feuille de route est claire, ce sera toujours gratuit. Alors que Unity, ils peuvent changer aussi le licensing, Epic aussi. C'est gratuit si on gagne pas, soit si on gagne pas d'argent, ou si on gagne pas beaucoup d'argent. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'autour de ces communautés donc, où il y a quelque chose d'assez vertueux, il faut y aller, même si dans les écoles on apprend les standards, parce qu'il faut aussi coller aux standards du marché du travail, là où il y aura chez Ubisoft, je ne sais pas ce que les gens voudront faire après, mais il existe des communautés de gens, et c'est très très dynamique, il existe pour chaque problème une petite solution, les gens sont très... Donc cette dimension du libre aussi, c'était pour mettre en concurrence par rapport au fait que ce soit très industriel quand même, qu'il y ait des modes de prédation. Autodesk, j'ai des amis qui travaillent sur XSI, ils ont racheté ce logiciel-là, ils leur ont dit on va le garder, 2 ans après, ils n'ont pas continué. Donc la continuation, c'est ce qu'on appelle le recyclage pour les compétences, ça peut faire peur aussi d'investir du temps sur des technologies qu'on ne pourra pas réutiliser dans 2-3 ans à prendre des logiciels qui sortent du marché. Pour le coup, je pense que ce soit un animateur, un modeleur, mais même un textureur, etc., son talent, il est au-delà du logiciel qu'il utilise. Après, il faut du temps. C'est ce que je dis, c'est important, c'est de... Mais sur ça, en fait, après, c'est vrai que les logiciels évoluent. Moi, en 30 ans, j'ai appris je ne sais combien de logiciels qui sont pendant UE4. Maintenant, il y a UE5. Avant, il y avait UDK. En fait, ça change tout le temps. Enfin, l'apprentissage des logiciels est constante. Ça, on ne peut pas se bloquer sur un logiciel. Enfin, je suis d'accord. Après, sur Blender, en fait, Blender, depuis très peu, a explosé. C'est un logiciel gratuit, vous pouvez tout faire, modéliser, texturer, vous pouvez aussi faire un peu d'interaction. Donc, regardez-le. Blender, c'est vraiment bien, honnêtement. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est là où c'est presque fascinant, c'est l'entreprise UE4 qui fait Epic, en fait, qui fait le logiciel, a mis de l'argent sur un logiciel gratuit. Après, Ubisoft a mis de l'argent gratuit, mis de l'argent pour que ce logiciel se développe pour la communauté, en fait. Donc tout se mélange. Mais je voulais juste te dire, c'est vrai que les logiciels aujourd'hui, on apprend un logiciel, on sait que dans 5 ans, il risque de ne plus exister, en fait. Ça arrive constamment. Oui, il faut pas avoir peur de ah non, au contraire, c'est cool. En permanence. Non. Oui. C'est pas ce que je dis. Mais c'est que, par exemple, Blender, il recense toute une suite d'outils, dont certains dont on a parlé. Maintenant, c'était quelque chose. Il y a 2-3 ans encore, c'était pas encore tout à fait mûr. Là, moi, je m'y mets un petit peu vraiment. Ils ont pris un petit peu ce que les gens voulaient pas faire, un peu par fainéantise, parce que les cartes étaient un peu distribuées, et que voilà, ils ont une feuille de route qui n'est pas forcément jeu vidéo. Ils avaient avant un moteur de jeu vidéo interne dans le moteur, mais leur feuille de route, c'est plutôt le cinéma, mais avec un tronc commun alors qu'aujourd'hui, il faut une suite de peut-être 5-6 logiciels avec 5-6 licensing, tout est rassemblé, gratuit, dedans. Après, il y a des petits plugins, il faut payer aux gens, donc c'est pas l'éditeur qui se rémunère trop. Non, mais c'est très vertueux, et surtout, c'est très...
on ne peut pas passer à côté, ça c'est très dynamique. Il y a une intelligence sur ces communautés de fabriquer des choses, un peu de valeur peut-être à revendre très très faible sur les stores. Avant, les moins de plugins, ça coûtait 4 000 €. Enfin, moi, je me souviens d'avoir acheté dans un. Là, c'est 20 €. Donc c'est très moderne dans l'économie et je trouve ça très vertueux aujourd'hui sur comment c'est fait. Oui, je suis d'accord. Alors, tiens, je vais juste faire une petite anecdote sur pourquoi est-ce que toutes les industries doivent dire merci aux jeux vidéo. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, il y a quelques années, un plugin, ça valait 4 000 €. Et même encore avant, ça valait 40 000 €, voire 400 000 €. Et les ordinateurs sur lesquels on travaillait, qui étaient des Reality Engine, valaient 1 million Des Silicon Graphics. Les Silicon Graphics valaient 1 million. Et grâce aux jeux vidéo, en fait, les microprocesseurs, et plus exactement les processeurs graphiques, ont pu se développer, ont pu être démocratisés parce qu'on en a vendu des dizaines de milliers, voire des millions, voire des dizaines de millions grâce à Nvidia, grâce à ATI et tous ces gens-là. Et donc la recherche qui a pu être faite a pu être amortie à l'échelle du grand public, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque du début des images de synthèse. Et aujourd'hui, effectivement, on peut faire du Blender, un logiciel gratuit sur son PC, avec une carte graphique qui coûte 200 €. On peut monter un petit peu plus, il y a des cartes graphiques qui coûtent un petit peu plus cher aujourd'hui. Mais voilà, tout ça n'a été possible que grâce aux jeux vidéo, puisque en fait, les gens ont acheté des cartes graphiques pour jouer aux jeux vidéo. Si on ne comptait que sur l'industrie qui avait besoin de cartes graphiques, on en aurait vendu quelques centaines ou quelques milliers. Là, on en a vendu quelques dizaines de millions grâce aux joueurs de jeux vidéo. Donc tout ça est intimement lié. Et aujourd'hui, les simulateurs qui tournent chez Airbus, etc., tournent avec des moteurs qui sont issus du jeu vidéo. Après, il y a aussi qu'on est de plus en plus dans une société de l'image. En fait, je parle de l'image, on produit beaucoup d'images. Oui. Et non, mais hors le jeu vidéo, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais je veux dire, non, en fait, genre TikTok, en fait, tu vois, c'est l'image. Il y a beaucoup de contenu d'image, et en gros, ça a cumulé aussi pour qu'il y ait plus de ventes de cartes graphiques. Dans ma tête, c'est très clair, mais là, je l'ai mal exprimé. Ça serait qu'on est dans une société où l'image prend de plus en plus de place, donc on produit de plus en plus d'images. Donc on a besoin de plus en plus de cartes graphiques. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça n'a été possible. Enfin, ce point de départ à aujourd'hui ou il y a quelques années n'a été possible que parce que depuis les années 80, en fait, des gens ont voulu jouer aux jeux vidéo, oui. Ont acheté des cartes graphiques, ont acheté des ordinateurs, ont fait évoluer leurs ordinateurs, ont dépensé de l'argent pour jouer aux jeux vidéo et pas pour autre chose. Et aujourd'hui, pour acheter des bitcoins, en fait. Et pourquoi ? Aujourd'hui, pour miner les bitcoins, les cartes graphiques servent à ça aussi. Après, ça a dérivé. Donc voilà pour le dessin animé. On peut aussi parler rapidement de MetaHuman et d'Unreal Engine 5 sur le dessin animé. Tu veux en fait, oui, sur le dessin animé, en fait, en gros, MetaHuman, c'est pareil, c'est gratuit, c'est Bridge. Et donc, vous tapez Bridge ou Excel, vous tomberez dessus. C'est un logiciel, en fait, qui permet, sur le web, de créer des personnages, des avatars hyper réalistes, vraiment très, très réalistes. Ensuite, vous le prenez, vous l'exportez dans UE4 ou UE5 et vous faites des rendus, de l'anime, ainsi de suite. Moi, dans l'anime, je ne l'ai pas vu encore. Vraiment, MetaHuman. C'est une chose est sûre, c'est que c'est en train de créer la création d'avatars virtuels. Du coup, ça va plutôt être dans le cinéma qu'on va retrouver ce genre d'utilisation. Donc super, on va passer au cinéma. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des passerelles entre le monde du jeu vidéo et le cinéma ? Enfin, t'en as un peu parlé. Pour moi, c'est clairement toujours la même base, en fait. Ça serait vraiment toujours les compétences techniques. En gros, si le cinéma vient chercher, je parle des gens du jeu, ça va être parce qu'ils maîtrisent parfaitement un logiciel. Ils savent aussi optimiser. Ça, c'est vraiment un truc qui est important. Et après, je repars sur mon idée de l'image se développe beaucoup. Enfin, je vais prendre Netflix, d'ailleurs. Vous voyez, il y a plein de séries, il y a plein de trucs. Donc, en fait, le cinéma a besoin de beaucoup de production visuelle, 3D, et ainsi de suite. Donc, à un moment, les écoles ne suffisent pas. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment beaucoup d'écoles d'effets spéciaux pour le cinéma.
Et donc, ils vont aller chercher dans le jeu vidéo des gens pour créer les effets spéciaux, les décors, ainsi de suite, quoi. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est le transfert, il vient par les compétences des gens. Et aussi Surtout les Netflix outils. se met aux jeux vidéo aussi. Hein? Netflix a un gros volet de développement sur sa feuille de Ah route oui, oui, clairement, autour du ouais, jeu là, ils vidéo s'en font aussi. dedans. Ouais. Ouais. Et la technologie, justement, les écrans LED, là, qui permettent encore de produire. Donc, ouais, en fait, c'est un peu... Ouais, cinéma, animation, globalement, c'est s'ils viennent chercher des gens du jeu, c'est parce qu'ils ont besoin de gens. C'est vrai que sur les écrans LED, d'une manière générale, c'est vrai qu'on peut projeter du film, mais de plus en plus, il y a de la production temps réel. C'est-à-dire qu'on fait tourner une scène en 3D Oui. qui est affichée en temps réel. Et là, typiquement, oui, c'est des compétences jeux vidéo Oui. qui sont recherchées. Pareil Il y a- pour le théâtre. Tu vois, enfin, j'aurais jamais imaginé, moi, il y a moins de 2 ans, penser que le théâtre allait chercher des gens du jeu vidéo. C'est vraiment, pour moi, c'était deux mondes qui limite se détestent. Enfin, tu vois. Et là, ben non, en fait, les décorateurs sont contents de travailler avec des gens qui peuvent produire vraiment un décor riche, Depuis rapidement. longtemps, il y a quand même une espèce de rapprochement. Je pense notamment au Cube, ici les Moulineaux, voilà, ou avec Oui. les gens du Loop, ou Oui. déjà qui sont des hackerspace, qui ont toujours fait un peu des ateliers un peu de télémécanique ou choses Oui. comme ça, qui faisaient de l'assistance par contre aux. Oui, tu as raison. Voilà. Ouais. Donc moi, c'est un peu ce que j'ai fait en tant qu'un de mes métiers, c'est un peu créatif, technologiste. Donc c'est de travailler des auteurs. Et j'ai fait un spectacle pour enfants qui s'appelle Chatouille, donc qui est presque fini, où effectivement, suite à des contraintes, c'est un ami à moi qui part tout seul. Il est en Auvergne, voilà, et donc il a des fois 45 minutes de route pour aller dans une école, 2 ans de montage de décor. On a dit on va tout simplifier, on va faire un grand écran derrière, et voilà, et avec une Kinect, une caméra qui permet de spatialiser et de repérer la position de mon ami quand il joue sur scène. On a automatisé l'éclairage, voilà, et tout ça est fait et centralisé. Donc les décors derrière, c'est du temps réel aussi, et tout est fait avec Unity, voilà, avec ce logiciel qui vient du jeu vidéo, avec lequel moi j'ai fait de l'analyse de discours politique, où il y a plein de... On a fait on a étudié la campagne d'Hidalgo, parce qu'on avait des rendez-vous avec elle sur un projet, où on a fabriqué un algorithme dans Unity pour voir où ces promesses de campagne pouvaient se situer dans notre projet. Donc tout ça a fait avec Unity. Donc il y a le spectacle vivant, effectivement, surtout Unity, parce que moi j'utilise Unity, Unreal. Ouais, enfin, aussi. oui, c'est la même chose. Mais voilà, donc Unity, c'est quelque chose qui a révolutionné vraiment le spectacle vivant. C'est ultra utilisé dans plein de compagnies, parce qu'on peut mettre une caméra, on peut mettre un capteur, on peut tout automatiser. C'est très très simple pour créer très très vite des prototypes. Voilà, alors Kinect, on rappelle que ça a été développé pour la Xbox. Voilà, et j'ai été invité à l'ENSBA, donc c'est l'école des Beaux-Arts ici à Paris il y a 3 ans, au Labo Média, par Vincent Rioux. Donc ça s'appelait Verbotim, c'était sur un projet de résidence avec un ami qu'on développait autour du discours politique, on utilisait ça, mais dans cette résidence, on avait garanti que ce serait 100% sans code, même si je suis pas il y a des gens qui disent qu'il y a no code, no code, no code. Là, c'était plutôt justement pour les gens du spectacle vivant, plutôt que ils ont des cours de programmation aux Beaux-Arts s'ils ont besoin. Il y a du C++, enfin, il y a tout, ils peuvent avoir accès à tous les langages. Et là, c'était plutôt cette idée d'aller vite avec des technologies vidéo, de pouvoir prototyper quelque chose de fonctionnel dans l'après-midi. Voilà. Une danseuse qui avait besoin d'un écho vidéo, de faire ça à travers des logiciels. On se rend compte qu'il fallait 4-5 logiciels, elle ne savait pas comment les connecter, et avec un moteur de jeu vidéo, en le tournant un peu, en récupérant des bouts de partage, donc sur des Git où il y a des bouts de code que les gens partagent, parce qu'ils ont avancé sur des parties, ont récupéré, et c'est du collage. Voilà, et ce qui est resté, c'était pas les productions et les délivrables qu'on avait réussi à faire dans le temps imparti, c'était plutôt sur la méthode. Ils avaient compris qu'ils pourraient avoir de l'autonomie avec cette technologie-là, plutôt que de partir en C, de faire ça, et qui est tout seul, et ils pouvaient se concentrer sur ce qui était leur démarche d'auteur, c'est-à-dire danser et produire quelque chose avec ça. Là, on est plus sur un aspect Ça reste du spectacle vivant, parce que c'était que je voulais aborder juste pas très loin après, qui était la muséographie, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Quand je dis muséographie, c'est au sens très large. Il y a eu des choses qui ont été faites, notamment au Palais de Tokyo, avec des dispositifs interactifs, etc., etc. Mais effectivement, j'avais pas le théâtre, mais intégrons le théâtre dans les industries du spectacle, et effectivement c'est très très fort pour les gens. Enfin, ça paraît évident quand on parle. Par contre, il faut quand même l'écran. Enfin, il faut quand même. Remarque, non, ça peut être un truc. Non, en vidéo mapping, ouais. Ouais, en vidéo mapping. Ce qu'on avait fait nous, tu parles pour Chatouille pour le spectacle. Ouais.
Oui, alors par contre, on s'est fait quelque chose qui se défait très facilement, pas calibré. Il y a 2 vidéoprojecteurs, Ouais, c'est ça. mais c'est Non, moins. parce que C'est 25 minutes d'installation par rapport aux 2 heures qu'il avait je avant. m'étais dit que c'était un écran LED, mais non, en fait. Non, Pas besoin, parce qu'un écran LED, ça coûte un bras quand même. Ouais, quand même. Moi, j'ai gagné 700 francs que j'ai mis dans les nuits d'hôtel où je suis allé dormir pour essayer de faire le projet. Donc, non, donc, c'est On pour n'a ça pas que je me d'écran posais- LED sur ce projet-là. Voilà, je me posais la question. On est labellisé par la communauté de communes de Clermont. Ils nous ont donné Oui, oui. 4 000 €, mais on a tout mis dans les Effectivement, vidéoprojecteurs. tu mets un et tout ça. vidéoprojecteur ou 2 vidéoprojecteurs Oui, avec des solutions simples. et ça marche très bien. Ce serait intéressant de lister quelque part tous ces essais, tous ces tests, toutes ces créations. Ça me donne des idées, mais bon. Et comme tu le disais, Emmanuel, parce que tu voulais parler de la muséo, pardon, je parle beaucoup des trucs, on nous dit qu'on donnait un peu nos expériences, je fais rarement ça, mais parler des choses. vous Mais c'est parce qu'on a travaillé justement vous sur êtes tous les deux là pour ça, hein, pour parler de vos expériences. À l'époque où les beacons sont sortis, je ne sais pas si vous Plus vous c'est souvenez concret, ce plus que c'est intéressant. Les beacons, c'est des petites balises Bluetooth qui permettent de faire de la géolocalisation pas très précise. Voilà, et nous, on avait travaillé sur la mise en scène, et justement pour sortir de cette idée de ce monde-là, l'écriture, voilà, c'était pas que les images, c'était aussi de la spatialisation avec du son et des choses comme ça. Oui, pour la mise à vous. Voilà. C'est des Complètement. formes d'interaction qui sont plus sur l'audio. On va y revenir de toute façon. Est-ce que vous avez des expériences ou des choses à dire sur le jeu vidéo adapté au cinéma et le cinéma adapté au jeu vidéo? Parce qu'il y a aussi tout ce travail-là de game design dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire prendre un film et l'adapter en jeu vidéo. J'en ai fait quelques-uns dans des vies antérieures. Et dans l'autre sens, là par contre, j'ai pas d'expérience moi de mon côté, mais d'adapter des jeux vidéo au cinéma. Est-ce qu'il y a des passerelles, ou est-ce que au contraire c'est Les Final Fantasy, non Ouais. Qui sont peut-être les moins ratés. Il y a eu beaucoup de choses un peu pas terribles. Ah oui, pas terrible. J'en ai Justement. pas en tête qui me viennent. Après, il y a les adaptations. Il y a un truc, ça m'est revenu. Je crois que c'est en 2018, j'avais parlé avec en gros Sony, en fait. Ouais. Ils avaient remarqué, comme tout le monde le remarquait, que en gros, les enfants, ils adorent regarder 5000 fois le même film. D'accord. Oui, Donc ils bloquent je dessus, confirme. là, je ne sais pourquoi, c'est comme ça. Et ils se sont dit, mais justement, avec le temps réel, justement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire, en gros, au lieu de balancer le film, donc le dessin animé, où c'est clairement linéaire, non interactif, le garder, enfin le laisser non interactif, mais à chaque fois qu'il le regarde, il va se passer quelque chose. Peut-être que dans cette scène-là, il va flotter. Donc peut-être que dans cette scène-là, le vent il va venir à gauche, ou une voiture va partir, en fait, de faire des D'accord, j'ai compris, micro-changements. oui. En temps réel, en fait. Donc là, oui, en termes de Donc en fait, compétences. le film se déroule en temps réel. Enfin, c'est de la C'est 3D ça. temps réel, C'est sauf qu'on va changer quelques éléments on va changer les éléments. à chaque fois qu'on le regarde. Et donc, il y avait l'aspect intéressant de quoi changer, et enfin, toujours intéressant, je parle. Est-ce qu'on pourrait l'aspect changer le point de vue technique, aussi? Tu vois, hein? On pourrait changer le point de vue. Oui, non, mais on pouvait énormément changer. En fait, il y avait tout ça. Donc là, il y a tout l'aspect toujours enfin, tu vois, le côté technique, le côté optimisation, machin bidule. Mais là, il y avait d'autres métiers qui étaient assez intéressants. C'était justement les scénaristes de jeux qui pouvaient intervenir là, même les game designers, pour essayer de rendre ça peut-être un peu ludique. Donc, on était dans une espèce de... Ça s'est pas fait, je sais pas si ça va se faire. J'avais parlé avec eux un peu sur ça. Et je pense qu'à l'époque, si ça s'est pas fait, c'est que ça devait coûter une blinde de streamer une vidéo... ou alors le faire avec Netflix, à mon avis. Parce que là, c'est plus de la vidéo. Enfin, c'est pas une vidéo, c'est du temps réel. Oui, je comprends. C'est un film qu'on déroule Ouais, c'est une partie. avec en de la fait, 3D temps réel. Ok. Donc, je trouvais ça. Mais je trouve que le intéressant. concept est intéressant. Il Ouais. y avait une société française, je ne connais plus son nom, je les avais rencontrés il y a 7-8 ans. Ils avaient monté une production qui s'appelait Le Chapeauté. Ça me dit quelque chose. Ils avaient tenté l'expérience de le faire. Je crois que la techno n'était pas tout à fait prête à l'époque. Surtout, ils avaient beaucoup d'animaux avec des plumes, par exemple. Ce qui, en temps réel, à l'époque, c'était pas. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais ils avaient développé quelque chose dans Maya, qui était un outil comme un WYSIWYG, où vous avez Ouais. quasiment déjà la prévise pour pouvoir le faire après. Et je ne sais pas trop Ce que ça a donné. ce que ça a donné. D'accord. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de très mûr sur les technologies. Là, on a vraiment. Alors, je voulais prendre l'exemple de Ouais, Quantic Dream parce que entre justement sur le mariage cinéma et jeux vidéo, je trouve que Quantic Dream se positionne pas mal. Et j'avais notamment vu passer dans les offres d'emploi que proposait Quantic Dream des postes pour des cadreurs. Et je précise que c'était pour un jeu vidéo. Donc Oui. Quantic Dream recherchait des cadreurs, donc des gens qui vont positionner des caméras dans un jeu vidéo.
Donc il y a typiquement des compétences réellement cinématographiques, tout comme un peu pour les light, enfin les mecs qui s'occupent de l'éclairage, les lighteners. On va chercher des gens qui ont réellement des compétences cinématographiques de gestion de studio, de réalisation sur le fond presque. Oui, clairement, ouais. J'ai vu passer aussi la même chose. Enfin, là, on déborde, mais ils vont chercher aussi des gens qui ont fait des historiens. Enfin, tu vois, qu'on va faire un jeu historique, on va chercher des compétences qui sont vraiment pas liées au jeu. Il y a des choses qui se Oui, mélangent. ça c'est sur des cas très particuliers. Effectivement, quand tu fais un jeu sur Versailles, j'ai fait un jeu sur Versailles dans une autre vie, tu bosses avec des historiens. Ouais. Mais là, c'est pour embaucher un mec en CDI pour gérer les cadrages des caméras dans le jeu. Et Ubi travaille avec des scénaristes, avec des réalisateurs de films, souvent, pour tout ce qui est mise en scène, et ainsi de suite, quoi. D'accord, donc de plus en plus... oui, ils sont vraiment pris en CDI. Parce qu'il y a tout ce qui est trailer aujourd'hui. Oui, il y a tout ce qui est trailer, voilà. mais même il y a un film de zombies qu'un Français a fait il n'y a pas longtemps. J'adore les zombies, donc je regarde tous les films de zombies. Et il y a un film de zombies qui est sorti il n'y a pas longtemps, et je sais que le réalisateur travaille maintenant chez Ubi. Alors, je ne sais pas s'il est game director ou quoi comme métier, mais oui. De toute façon, le jeu vidéo a besoin de tous les autres métiers. En gros, on vampirise tout ce qu'on peut, soyons clairs. Et sur ce thème-là, pareil, moi je connais pas, je viens pas vraiment du jeu vidéo, c'est pas mon monde, mais du coup par rapport à l'expérience que moi j'ai travaillé sur sur Seven Life, qui est un projet qu'on a fait avec Yann Kounen, donc avec quelqu'un qui vient du cinéma. Seven Life, voilà, qui est un projet qu'on a écrit avec Charles Hayat et qui n'a rien à voir avec le film. Pardon ? Qui n'a rien à voir avec le film Cette vie, Non, Life. non, Seven Life, c'est une expérience en VR qui fait un peu moins de 30 minutes. Et justement, dans la fabrication, on a pu voir un peu la confrontation avec Yann Kounen. Je ne sais pas si vous connaissez, comme quelqu'un qui est assez ouvert aux choses. Quoique très tard, il est passé au numérique, parce qu'il y avait d'autres problèmes au passé au numérique. Et là, il a passé le cap. Et donc, c'est une expérience jeu, c'est très cinématographique. Mais de travailler sur la construction de ce projet, ça a été très long, 2 ans. Il a travaillé avec son équipe historique, donc on a travaillé avec des chefs opérateurs, les chefs déco, des choses comme ça. Alors que nous, les décors, on les faisait en 3D. Et donc c'est l'entité VR du studio MacGuff qui s'appelle Small Studio, qui nous a accompagnés sur ce projet-là. Et donc il y avait vraiment une hybridation sur les méthodologies. Et il y a plein d'anecdotes hallucinantes justement des producteurs qui viennent sur le tournage. Et il n'y a que le réalisateur qui voit ce qui est en train de se passer. Ils n'ont pas du tout l'habitude. Ils pensaient venir voir des choses et ils ne voyaient rien. Tout était... Voilà, parce qu'on ne peut pas enlever de mur, tout est filmé en verre. Donc il y avait d'autres contraintes. Pour l'éclairage, on ne pouvait pas éclairer de la même façon parce que ça crée des lens flares en verre. On ne peut pas avoir des lens flares. Donc ça a été très constructif de travailler avec ces gens qui sont très très forts. En plus, ces gens qui ont travaillé sur Chanel, avec une qualité cinématographique impressionnante, de voir comment, avec ces nouvelles contraintes, on allait pouvoir s'entraider. C'était très intéressant. Non. D'accord. Ok, merci. Il y a évidemment donc aujourd'hui un partage de tout ce qui est des métiers du doublage. Puisqu'on double autant et de la même manière du jeu vidéo. Alors pas forcément de la même manière, mais on double autant du jeu vidéo que du film. Donc voilà, il y a tous ces métiers-là qui sont qui participent aussi bien au jeu vidéo qu'au cinéma. Et je ne sais pas si tu as vu, il y a des logiciels aujourd'hui, en fait, pareil, je crois que c'est du jeu. Je ne suis pas sûr si c'est du jeu ou du film, je suis à peu près sûr que c'est du jeu. Où en gros, en fait, on a un personnage. Non, c'est du film. C'est l'IA. Donc on a un personnage, un acteur, on a la séquence d'un acteur qui fait un monologue. Et en fait, avec l'IA, c'est déjà ça. On va lui dire, bon, maintenant, quand on le double, d'accord, d'habitude, on va juste rajouter du français dessus. Et il parle avec sa bouche, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, même sa bouche va parler comme un français, en l'adaptant en temps réel. Enfin, pas en temps réel, mais modifie automatiquement. Le lip sync. Le lip sync, en animant la bouche en 3D. Alors là, pour le coup, c'est merci. C'est Snapchat qui a lancé toutes les animations faciales 3D. C'est ça, hein ? Ça existait depuis longtemps. Oui, mais qui l'ont vraiment... Mais là, enfin, c'est hallucinant parce qu'en fait, tu prends un film, donc n'importe américain, en gros, ou français. Je dis ça parce que c'est intéressant. En gros, les Américains, où il y a plein de marchés où les films français ne peuvent pas se vendre parce que dans les autres pays, les sous-titres, ça leur fait mal, quoi. Donc, ce genre de technologie peut aussi développer vraiment même des cultures un peu moins exposées.
Ouais, complètement. Et je trouve D'accord. ça vraiment bien, quoi, de voir un film. Enfin, je trouve ça bien. Bah, ils l'ont fait sur Superman. Alors, c'était pas exactement ça sur Superman, c'est qu'en fait l'acteur avait une moustache qu'il pouvait pas raser pendant le tournage, donc ils ont enlevé image par image la moustache et ça se voit un peu quand même, je trouve. Mais bon, on reviendra à l'architecture. Je vais passer à la muséographie parce qu'on en a pas mal parlé. Et puis c'était un peu le sujet là avec le cinéma. C'est vrai qu'il y a un peu de porosité. Ce que j'appelle muséographie, encore une fois. Hein, donc c'est tout ce qui est musée. Mais musée, c'est aussi les expositions. C'est aussi donc de l'art contemporain. Les musées ont aussi beaucoup cherché à gamifier le parcours du visiteur. Donc, est-ce que vous Je avez dirais peut-être pas gamifié, mais ce qui est sûr, c'est que moi j'ai une formation de physicien à la base, mais après j'ai fait une école de design, et ce qui est dans la porosité un peu autour de ça, c'est ce qu'on appelle le design d'expérience. Et qu'en fait, c'est un métier qui est un peu qu'on peut retrouver aussi bien dans la scénographie ou dans design d'expérience? J'aime beaucoup parce que je c'est déteste UX, ce mot gamifié. Mais design Voilà. d'expérience, Et je que dans la trouve ça plutôt muséographie, on fait sympa. appel à des designers d'expérience où dedans, effectivement, il y a des ressorts un peu qui peuvent être ceux de la gamification, voilà, ou des choses comme ça, ou de l'anthropologie du jeu, voilà, des choses. D'accord. Non, mais ok. Bah, Voilà, et c'est que c'est je des prends jeux. le Et que là, design c'est des gens qui peuvent venir d'expérience. vraiment du jeu vidéo avec une formation qui est spécialisée, parce qu'ils ont tous les outils dans ces formations-là pour comprendre ce que c'est que l'expérience. Et il y a des outils, hein, l'analyse de la valeur comportementale, enfin, il y a aussi des outils de méthodologie pour le faire, et qui peuvent être appliqués après, effectivement, dans d'autres champs comme la muséo, très facilement. Alors, le musée est venu dans le jeu vidéo à plusieurs reprises. Alors, je reprends l'exemple de Versailles. On avait toute une base documentaire et on a bossé évidemment avec des muséographes et avec des gens qui nous ont expliqué comment présenter cette base documentaire au public à l'intérieur du jeu vidéo Versailles. Donc là, ces gens-là sont venus dans le jeu vidéo. Mais de la même manière, on a des concepteurs de jeux vidéo, des artistes, des graphistes, des programmeurs qui aujourd'hui développent des dispositifs qui vont être exposés, soit lors d'événements, soit dans des musées. Donc encore une fois, au Palais de Tokyo, du temps où Margherita Belzerani était curatrice au Palais de Tokyo. Tu as connu, toi, Margherita était curatrice au Palais de Tokyo. Il y a eu pas mal d'artistes issus de la scène du jeu vidéo, c'est-à-dire qui soit faisaient qui faisaient des modes, c'est-à-dire ils reprenaient des jeux et les modifiaient pour traiter des propos particuliers. Et donc voilà, on retrouve aujourd'hui dans le musée un peu toute cette scène du jeu vidéo, et donc encore une fois ces métiers, mais avec une sensibilité particulière qui est celle justement de l'exposition. Mais il y a effectivement, on le ressent un peu plus aujourd'hui, ça a pris un peu de temps pour obtenir un peu des lettres de noblesse comme art à part entière avec le jeu vidéo, parce que c'est quelque chose qui a été un peu. C'est sûr. Mais je pense à des collectifs comme Disnovation, Eric Gray BN ou One Life Freeman, qui sont des collectifs qui font du jeu expérimental, qui maintenant, aujourd'hui, en fait, sont des artistes, pas contemporains, pas au sens de des artistes avec. Non, c'est des gens qui travaillent vraiment avec qu'est-ce que ça implique le jeu, la présence, l'identification au personnage, quels sont les schémas narratifs, est-ce qu'ils résistent, voilà, des choses comme ça. Et que c'est des gens qui font de la recherche, qui sont des chercheurs à côté, soit à l'ENSAD ou des choses comme ça. Donc c'est des gens où je pense aussi au centre de recherche interdisciplinaire, le CRI, à Paris, qui dépend de Paris 5, où ils ont le gamelier, le fabelier, et qui travaillaient sur l'anthropologie du jeu. Il y a le Cédric aussi au CNAM. Oui, voilà. Et ces gens-là, bah oui, on voit maintenant, même au Palais de Tokyo, des fois, c'est pas sans être sur une thématique complète, jeux vidéo et tout ça, bah, il y a des œuvres où on a invité des plasticiens ou des gens qui parlent peut-être de l'engagement politique, ou choses comme ça, et à travers des dispositifs qui utilisent tous ces métiers dont on oui, parlait. Complètement. Mais en fait, il y a une culture du jeu vidéo qui s'est aussi exportée à d'autres cultures. C'est-à-dire que il y a ce que j'appelle la culture du jeu vidéo, elle est à la fois visuelle, elle est à la fois dans la conception. Et ces artistes ont récupéré aussi cette culture du jeu vidéo. Il y a aussi, alors pour terminer sur la muséographie, il y a aussi aujourd'hui tout ce qui est visite virtuelle. Le Covid n'a pas été super cool et pas forcément une période sympa, mais en attendant, ça a permis le développement à marche forcée d'un certain nombre de systèmes virtuels
les réunions virtuelles. Je crois que les ventes d'Oculus Quest, c'est démentiel. J'imagine, ouais. C'est-à-dire que les gens font pas que ça, quoi. Non, mais aujourd'hui, aujourd'hui les musées ont réouvert, mais pendant longtemps ils ont été fermés. On ne pouvait plus visiter les musées, et donc ils se sont réinventés avec des nouveaux dispositifs, des nouveaux systèmes. Ils ont proposé des visites virtuelles. Enfin, ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. Il y a plein de choses qui ont proposé des visites virtuelles. Mais et là encore, ils ont utilisé entre guillemets les technologies du jeu vidéo, certains métiers du jeu vidéo, pour développer ces visites virtuelles. Et Versailles, toi tu as travaillé sur Versailles, je ne sais pas sur quel type de projet, mais ça n'a pas été un des premiers à être numérisé par Google. En Street View, on pouvait aller dedans, il me semble. Je crois qu'il y avait un partenariat qui avait été fait. Je ne sais pas si on peut le faire aujourd'hui, mais je crois Moi, c'était bien avant. D'accord. C'était en 80. Je pense que ça a été un des premiers. 94. Cela dit, Google a numérisé beaucoup de choses. Non, c'était Microsoft qui à l'époque numérisait beaucoup d'œuvres. Et un peu plus proche de nous, on a été retenu sur un appel à projet donc avec Atlas V, cette boîte de production qui en fait appel à nous sur le jumeau numérique, donc une espèce de double numérique du village olympique pour les JO en 2024. C'est quelque chose qui avait été un peu demandé sur des thématiques plutôt de public qui ne pourraient pas venir, hors contexte Covid. Et en fait, sur les 2 ans qui sont venus, effectivement, ce petit projet qui devait être quelque chose un peu... Voilà. On a senti que c'était remonté un peu dans l'écosystème de décision, comme une backup sur les trucs. C'est en train de retomber un petit peu, mais il y a un moment où les budgets ont été grossis. L'appel d'offres a été redéfini en termes de capacité d'accueil sur ce village olympique. Virtuel ? Oui, virtuel. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Pareil, ouais. Dans la mode aussi, ça se fait beaucoup, tout ce qui est défilé de mode. Bah oui, les défilés virtuels, ouais. Et ouais, dans le même sens, là, j'ai travaillé sur un projet, pareil, virtuel, où c'est une zone, donc toujours avec des casques ou pas, du WebGL en fait, où les gens vont se promener dedans, vont voir des marques, vont voir des modes, enfin des marques de vêtements, et ainsi de suite. Après, c'est en réalité virtuelle ? Oui, les deux. Après, tu choisis, en fait, tu prends VR ou pas, quoi. Enfin, tu prends le casque quand je dis réalité virtuelle, oui, c'est ça, c'est casque ou pas. Oui, ça revient même. Ou sur l'ordi. Ouais, là, c'est les deux cas. D'accord. Après, pour l'instant, pour être très clair, techniquement, c'est supra moche. On n'en est pas encore à avoir des rendus qui soient, à mon avis, assez qualitatifs pour faire quelque chose qui ne soit pas, comment dire ça élégamment, qui ne soit pas couvert d'un concept un peu fumeux. Je veux dire par là, c'est que c'est pas assez esthétiquement intéressant. En fait, je sais parce que je bosse un peu là-dedans. L'idée est belle, ça coûte globalement une blinde. Et à la fin, les gens, ils y vont 1 sur 2, quoi. Parce que c'est pas... Ah oui, déjà, le déplacement en 3D pour les gens, c'est super chaud. Nous, on est habitués, là, à se déplacer dans un univers 3D. Tu demandes à n'importe qui ne joue pas aux jeux vidéo, qui n'a pas une expérience 3D, de se déplacer au curseur, ou à la souris, ou au clavier. C'est super dur. Et avec un casque, tu deviens complètement fou au bout de 10 minutes. Donc, ce que je veux dire, non, ça se développe. Ce que je veux dire, je suis pas... C'est en train de se développer. Mais globalement, avant, longtemps... Et là, en plus, le problème, il n'est pas... c'est pas une histoire de carte graphique, c'est une histoire d'autre chose. En fait, le GPU est moche, c'est pas parce qu'il... Enfin, il ne va pas toucher le GPU, il prend le CPU. Donc on est dans des trucs qui sont... Ça se développe, mais... Enfin, voilà, mais mon avis, c'est que c'est moche. Là, ce qui est plutôt la tendance, c'est d'avoir des devices. Donc c'est une batterie, un écran avec une carte de décompression vidéo et une carte Wi-Fi. Donc c'est plutôt ce vers quoi nous on fait ça. Donc c'est des ordinateurs qui calculent et qui streament un feu vidéo pour être en dessous des 20 millisecondes, un peu quel seuil critique de surcompensation pour les latences liées à la VR. Donc aujourd'hui, avec les taux de transfert qu'on a, alors voilà, c'est une des remarques qu'on m'avait fait Claude, qui a pris la parole tout à l'heure, quand on a parlé du projet pour la pod en VR. C'est censé être un projet zéro émission. Effectivement, tout ça est complètement énergivore, d'avoir des normes Wi-Fi 6 avec des supercalculateurs qui streament. Et il y a une grosse tendance aujourd'hui à la concentration des modes de process et de calcul pour avoir des end-user devices qui seront peut-être pas chers, mais qui met encore à distance. On peut avoir besoin de calculer des choses. Donc en fait, tout est centralisé. On peut penser que ça pourrait être optimisé. Donc voilà, il faut quand même. Non, mais je veux dire, en mais plus, pour les JO, ce qui est prévu, c'est effectivement d'aller vers une solution comme ça avec des casques qui reçoivent un flux vidéo et tout ça est déporté. Non, je parle pas pour les JO, je parle dans les trucs vraiment de. Enfin, je sais pas très bien compris. Donc ça devrait être photoréaliste, je crois que. Je ne sais pas si c'est super clair pour tout le monde là, parce que. Donc, en gros, pour faire simple, toi, tu parlais d'une technologie autour de WebGL. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est l'ordinateur qui a sa propre carte graphique, qui calcule. Et en fonction de l'ordinateur et de la puissance de l'ordinateur dont on dispose, on a un résultat qui est plus ou moins satisfaisant
Oui. Et ce que tu dis, c'est que globalement, il n'est pas très Oui, satisfaisant. et en plus que les gens qui ne sont pas habitués à jouer aux jeux vidéo, Alors ils ça, ne savent pas se déplacer dedans. Ça, c'est encore autre chose. Oui. J'y reviendrai justement. Et ce dont tu parlais, c'est qu'il existe aujourd'hui des technologies qui permettent de calculer l'image de manière déportée. En fait, elle se calcule sur un serveur et elle est streamée. Et donc, du coup, quel que soit l'ordinateur qu'on a, et l'idée, c'est d'avoir demain des ordinateurs de moins en moins énergivores. Et en fait, on a des centres de calcul qui diffusent ces images. Par exemple, pour le village olympique en c'est du numérique, streaming. la question s'est posée de est-ce qu'on refait. Après, il y a des projets d'immobilier où la ville de Paris On considère va y que ce arriver. sera C'est juste important d'avoir aussi c'est cette espèce de l'architecture. double, donc qui sert aussi ça, on n'aura jamais le temps de les couvrir réseaux l'ensemble. d'Urba et voilà et tout ça pour le planning d'Urba. Mais c'est complètement aberrant d'avoir, pour revenir à ce que tu disais sur la qualité, moi je crois vachement à la façon dont les gens peuvent développer un imaginaire avec très peu d'informations, des choses comme ça. Donc, on a évidemment Ça, c'est le parlé jeu de... vidéo des années 80. Oui, mais non, au début de la VR aussi. Hein, Non, on développait il y a pas un très imaginaire avec très peu d'informations, avec quelques pixels. Et je pense que quelque part, c'est quelque chose qui peut être de l'ordre de la fainéantise. Alors, nous, on a monté un séminaire. Un séminaire, c'est un cours qui n'est pas permanent à GSD, c'est l'école d'architecture d'Harvard, et qui s'appelle Immersive Landscape, qui travaille sur la représentation. C'est une école c'est des landscapers, donc ils travaillent plutôt sur le paysage, mais c'est des architectes qui font de l'urbanisme. Et on travaille donc pas avec Unreal, une des solutions qui avait été avancée. Même si maintenant on a un partenariat avec Epic, on n'impose pas de logiciel. La plupart travaillent quand même avec Unity. Et nous, avec mon copain, c'est mon meilleur ami avec qui on a monté ce département là-bas, on avait adoré Unity, même si on avait CryEngine, mais parce qu'il était très mauvais et qu'en fait il fallait tout le système de représentation. Il était à nous, Unreal, vous avez un soleil, tout le monde a le même soleil, tout le monde a le même brouillard, tout le monde a les mêmes couchers de soleil, tout le monde a le même truc. Et qu'en fait, il y a une facilité à aller vers une esthétique donc, qui est celle quasiment du cinéma américain, avec quasiment le même grain et tout ça. Donc c'est très, je dirais pas photographique, mais cinématographique au sens de la culture photographique américaine. Et qu'avec Unity, on pouvait tout écrire. S'il n'y a qu'un soleil, on ne peut pas en mettre deux, par exemple, dans Unreal. On ne peut pas mettre deux soleils. Donc on est forcément sur Terre. C'est très compliqué de rajouter un autre soleil. Alors que dans Unity, on peut rajouter deux soleils, il n'y a pas de soleil. Et, voilà, et on trouvait que c'était un frein, cette facilité qu'on aurait pu au début à pas travailler sur un système et à s'interroger sur la représentation de ce qu'on voulait faire, et d'avoir des systèmes qui étaient déjà physicalisés et qui étaient tels que le monde nous proposait. Et voilà. Alors nous, c'était des sujets très larges. On travaillait sur les mythes fondateurs. On a eu en réponse par des étudiants des systèmes de pollinisation. Voilà. Donc avec Unity, ils ont créé des systèmes de modélisation, de pollinisation par les abeilles pour en tenir compte dans les villes. Enfin, il y a des choses très, très intelligentes. Et là, effectivement, le fait qu'il y ait du grain, du fog, c'était pas très important. C'est pour dire qu'on peut avoir des systèmes de représentation qui sont très faibles d'un point de vue des standards en esthétique. Les gens aussi, c'est pas du cinéma. Hein. Quand un robot dans Star Wars il passe à travers un mur et qu'il se casse pas, les gens disent c'est un peu mal fait. En jeu vidéo ou ces choses-là, si on crée des contextes dans lesquels et c'est ce qui est chouette avec le jeu vidéo, c'est qu'il y a une tendresse aussi de la réception du public. Pas parce que c'est pas une major qui a fait ce jeu-là, mais c'est parce qu'on vient aussi chercher autre chose sur les Tout est une question de propos et de représentation. Oui. De propos et de promesses. Pardon. Tout est une question de propos et de promesses. En fait, si la promesse c'est de dire vous allez avoir du très beau, du tape à l'œil et de l'hyper réaliste, et que effectivement on a un truc un peu saccadé avec un anti-aliasing bizarre, on est déçu. Mais par contre, si la promesse c'est de dire vous allez avoir un style pixel art et qu'on a des pixels, on n'est pas déçu. Donc c'est juste. Mais on le voit. Il y a aussi le côté, industrie. À un moment, un secteur va créer de l'emploi parce que, je veux dire, la marque ou le produit qu'on va représenter est respecté. Et je trouve que c'est aussi un truc qu'il faut garder en tête. Je veux dire par là, c'est qu'on peut mettre une démarche un peu artistique, un peu personnelle. Mais Coca-Cola, il te dit, moi je veux que ça soit ce rouge-là, que ça soit nickel et que ça soit propre. Donc c'est, je repartais sur le côté VRAR, tout ça. En fait, ce genre de truc se développe, à mon avis, ce que j'ai remarqué, c'est dès qu'il y a, dès que les marques, dès que les entreprises sont d'accord et qu'on respecte leur charte graphique ou leur qualité. En fait. C'est un petit peu le cas aujourd'hui. Hein, c'est un petit peu le cas. Oui, c'est un peu le cas. Je veux dire, tous les trucs verts et ainsi de suite qui souvent ne se font pas, en tout cas de mon côté, soyons clairs, c'est parce que la marque se dit ouais, non, mais là, moi, ça, je peux pas mettre un truc aussi moche.
On va passer rapidement sur l'architecture. Alors, l'architecture utilise aujourd'hui beaucoup les technologies du jeu vidéo, la représentation temps réel, la possibilité de visiter des espaces en temps réel, la possibilité tu en as parlé pendant ta présentation, de visualiser des créations encore en temps réel. Toi aussi sur le PolarPod. Oui, sur le PolarPod, pardon, oui, c'est pas des photos, c'est des images de Voilà, synthèse. donc je le mets dans la catégorie architecture, puisque c'est une représentation. Ce qui se passe vraiment dans l'architecture, c'est que historiquement, c'est un métier où ils ont déjà possédé un peu. Le premier métier dont tu as parlé, c'est celui de modeler, donc c'est déjà des métiers où ils étaient autonomes sur. Voilà. Dès que les logiciels de 3D sont démocratisés, les architectes qui travaillaient vraiment avec des plans, et je reconnais quand même, je ne sais pas s'il n'y a pas de romantisme par rapport à ça, mal placé, mais c'est que j'ai travaillé avec des très grands architectes qui, en faisant des élévations, faisaient l'effort d'abstraction pour pouvoir connaître exactement leur bâtiment et dessiner, et en fait ça marche. J'ai bossé avec des IBOS ou voilà, des grands architectes qui ont de l'argent. Donc je ne pense pas que la technologie remplace complètement dans le jeu. Par contre, la ce qui est sûr, c'est que technologie naturellement, permet ils y sont allés. Et donc, à des gens qui n'ont pas ces posé la compétences question des jeux vidéo pour eux, clairement. de beaucoup mieux comprendre. Parce qu'effectivement, les architectes en avaient pas besoin. Le bâtiment, Leur ils ont dans principal la problème, tête. c'est qu'aujourd'hui, les architectes, ils ne savent pas où le placer. Moi, je les ai mis dans la VR, dans leur bâtiment, je leur faisais tout, je les ai essayés. Et ils savent, c'est des méthodes qu'ils devraient intégrer dans leur process, plutôt dans la conception, plutôt que dans les systèmes de décision, par exemple. Moi, j'ai fait faire des présentations. Enfin, on m'a demandé de faire, j'avais dit non avec des politiques, par exemple, pour des projets. En VR, comme ça, c'est pas, je suis pas très à l'aise. Déjà, le fait d'utiliser un modèle qu'on passerait dans un moteur de jeu vidéo, quand on fait un concours, par exemple, d'architecture, il y a énormément d'endroits où on veut pas que les gens aillent. Hein. Ça, c'est évident, parce que d'accord, je viens de comprendre. Ok, oui. Les dalles des bâtiments ne tiennent absolument pas. Tout ça est chiffré à la louche. Enfin, c'est aussi normal, parce qu'on va pas faire une étude complète d'un bâtiment si on fait juste un concours. Si on n'a pas remporté Donc, il y a plein d'endroits où on peut pas faire un monde ouvert, où ça demanderait des budgets colossaux, et voilà. Et rien que souvent on a un mois ou 2 mois pour faire des projets, c'est pas une. Mais par contre en interne, oui. Mais après, ils travaillent avec des choses, ils sont modernisés de la même façon un peu que les métiers du jeu vidéo ont travaillé. On dessine plus une piscine, on s'interroge à comment faire une piscine paramétrique. C'est que maintenant on a un algorithme qui va, je vais pouvoir dessiner la forme de ma piscine, ça va me calculer les pertes de charge automatiquement, dimensionner les pompes, relier à un catalogue. Il commence vraiment à réfléchir. Donc cette dimension qu'on appelle paramétrique et qu'on retrouve et qui pour moi est des choses qui sont intelligentes. Et, et encore une fois, je crois que c'est le jeu vidéo. Et je crois qu'ils ont beaucoup plus à gagner à faire ça que l'utiliser comme des systèmes de représentation pour obtenir des marchés. Non, pour obtenir des marchés, je dis pas. Mais par contre, ensuite, mais ça existe, changer la couleur pour vendre, bois dans une cuisine, pour vendre des espaces ou pour mieux appréhender l'intégration d'un bâtiment à l'intérieur d'un environnement urbain, etc. etc. Et j'ai un autre exemple aussi sur lequel je voudrais vous réagissiez, qui est le fait que Ubisoft a proposé à la mairie de Paris de redonner les plans de la cathédrale de Notre-Dame après l'incendie, puisque en fait Assassin's Creed avait fait un scan 3D. Les équipes d'Assassin's Creed avaient modélisé le bâtiment Notre-Dame de Paris pour le jeu vidéo. Donc il y avait un travail qui a été de dingue, qui a été fait, un travail architectural de dingue qui a été fait pour le jeu vidéo et qui n'était même pas disponible ailleurs. En conservation du patrimoine, je crois qu'il y a quand même plein de projets avec de l'argent qui, quand même, depuis 7, 8, 10 ans, on fait ça. C'est peut-être pas des grands centres, mais ça prend des proportions. Oui, on va le faire. Après, j'avais fait un concours avec Rem Koolhaas, qui est un architecte de chez OMA, Office Metropolitan of Architecture, et c'était sur le tribunal de grande instance à Paris, ici au Batignolles. Et personne avait, parce qu'il y avait un site de défense pas loin, et en fait c'était très compliqué d'avoir effectivement le truc. Et ils nous avaient demandé à nous, qui les aidions sur le concours, de voler à Google la topographie. Donc c'est-à-dire que vous avez un concours organisé par la mairie de Paris où ils ne donnent pas assez de documents pour travailler sur la conception du truc, et on est obligé de voler à Google, donc au privé,
une topologie, et je leur ai dit, il y avait des tags avec la date à laquelle avait été fait samplé cela, qui avait encore un signature. Je leur ai dit, moi, c'est sans aucune garantie, je vous ai récupéré ça sur Google, donc c'est le privé qui organise la cartographie. Après, il y a l'IAU, il y a des organismes d'urbanisme en Ile-de-France, tout ça, pareil, qui se sont mis à aller vers ça, la photogrammétrie, avec des drones et tout ça, mais c'est très compliqué de le tenir à jour. Mais pour le cadastre, on ne peut pas y couper, c'est évident, et c'est des technologies qui viennent de jeux vidéo, de l'organisation, les bases de données sont faites de la même façon. Voilà. Alors, la photogrammétrie vient pas du jeu vidéo. Rendons à César ce qui est à César. C'est pas une techno jeu vidéo, parce que pour le coup, c'est une techno qui est extrêmement difficile. Tout à l'heure, dans ta présentation, tu présentais les trucs en photogrammétrie. La photogrammétrie, mais par exemple, de daylighter. Parce qu'en fait, quand on capture un modèle en photogrammétrie, il est capturé avec l'éclairage qui éclaire le modèle. Et pour une ville, typiquement, quand on veut un caillou, on peut le mettre dans un éclairage qu'il veut. Mais pour une ville, il y a une heure et comme ça. Oui. Et en jeu vidéo, Unity avait développé un algo qui faisait très très bien du unlighting, qui permettait de comprendre d'où venait le soleil et que le modèle était remis sans neutralisé. Ouais. Ouais, voilà. Du coup, on pouvait le rééclairer et du coup, il était cohérent. Photogrammétrie, on explique rapidement ce que c'est pour notre public. Oui, vas-y, oui, son prix. Vas-y, si tu veux. En fait, c'est ça. C'est en gros, j'ai ma bouteille, elle est là. Je vais prendre en Alors, gros. c'est un mauvais exemple la bouteille parce que les objets transparents en photogrammétrie, ça marche pas bien. Mais c'est une bouteille opaque, on va imaginer. En gros, je vais prendre plein de photos autour, d'accord, vraiment sous tous les angles. Je vais essayer de faire une séquence unique, c'est mieux. À partir de là, j'ai plein de photos, ok. Je le balance dans une moulinette et cette moulinette va comprendre exactement quel point est où dans l'espace. Donc en gros, le point du i, il est là, à cette photo-là, cette photo-là, cette photo-là, cette photo-là, et il va comprendre à quelles coordonnées il est en x, y, z. D'accord, x, y, z. À partir de là, il va créer la forme en nuage de points en 3D. Voilà, il va créer un modèle 3D à partir de photos en 2D. Voilà, et il va plus ou moins prendre ensuite aussi les imperfections ou comment la lumière est prise en termes de normal map, et ainsi de suite. Mais globalement, c'est ça. Et il y a le téléphone, je crois que l'iPhone, je ne sais combien, le fait déjà. Le 12, je crois, il le fait. Le 13, ok, je ne savais pas. Mais sinon, il y a des logiciels. Moi, je m'étais mis tout seul avec mon téléphone, qui n'est pas un iPhone. Oui, il y a des logiciels de photogrammétrie qui sont gratuits. disponibles. Bon, le tutoriel est en russe à l'époque, quand j'avais essayé, moi. Mais non, il y en a sur Internet. En français, maintenant, il y a un truc en français qui marche. Non, mais c'est vraiment bien, en fait. En français, je ne sais pas. C'est une technique dont tu parles sur l'iPhone qui s'appelle c'est LIDAR, donc c'est pas Apple qui a inventé ça, mais il utilise cette technologie-là, et c'est quelque chose qui est utilisé aussi pour les voitures autonomes. C'est quelque chose de très puissant, donc il utilise plutôt à base de laser et surtout un système de parallaxe, d'avoir des objectifs qui sont décentralisés comme nous le fait d'avoir deux images nous permet d'apprécier la profondeur. Et voilà, et donc en créant ces trucs de parallaxe plutôt qu'une seule caméra, on arrive à déduire des volumes assez rapidement. Comme ça. Ok, pour la photogrammétrie, on va sauter un certain nombre d'éléments et puis après vous en parlerez, enfin vous nous poserez des questions si jamais on a sauté trop d'éléments, parce que là on va pas avoir beaucoup de temps pour tout développer. Par contre, j'aimerais bien qu'on parle de blockchain, crypto-monnaie, NFT, parce que le jeu vidéo, mine de rien, est en train de s'en emparer, un petit peu comme plein d'autres industries. Mais là encore, il y a de la convergence de métiers. Je pense notamment à ce qu'on appelle maintenant les economic designers, qui sont des game designers en charge de faire payer le joueur, pour faire simple. Ça, c'est une chose, mais au-delà de ça, il y a même des game designers qui essayent de trouver des manières dont on va utiliser la blockchain, les crypto-monnaies, les NFT, à l'intérieur des jeux. Est-ce que vous avez des expériences autour de ça ? Moi, dans Economic Designer, je l'ai fait, en fait, pour des jeux justement qui poussaient à la conso. Ça, je l'ai fait. C'est de la mécanique assez simple. Hein. En fait, en gros, on permet au joueur de jouer autant qu'il veut. Par contre, s'il paye un peu, il va progresser plus vite. C'est globalement un peu la mécanique de base. Donc, si le jeu est bon, la personne adhère au jeu. À un moment, elle a envie de progresser plus vite et va mettre quelques centimes d'euros. Ça, c'est d'un côté, ça, je l'ai fait. Le NFT, j'en fais en ce moment, justement, en termes de production d'images. Pour la mode, puisque eux sont... D'accord, donc là c'est les NFT dont on a entendu parler. C'est ça, c'est ces images qui tournent un peu de 15 secondes là. Initialement, c'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir
garantir qu'une image ou qu'un bien numérique, quel Oui. qu'il soit, parce que quand on parle d'une image, c'est pas un tableau qui est au Louvre, Oui. c'est un fichier numérique. Oui, une Mais vidéo. on ce peut que tu veux. garantir que ce fichier numérique est l'original, deux, unique. Original, non. Et, en fait, c'est un contrat qui dit cet NFT est à moi. Enfin, cet élément, ok, ça peut être une vidéo, ce que tu veux, est à moi. Et tout le monde sait qu'il est à moi. Point barre. Après, est-ce qu'il est original? Non, parce qu'il y a de la copie. Enfin, il y a énormément de copies de NFT, mais globalement, oui. Ouais, mais il a une sorte de pédigré en fait, Oui. ce qui permet de garantir son originalité entre C'est guillemets, ça. puisque on sait qu'il a Tu as été raison. acheté chez Sotheby's ou chez je sais pas qui. Ouais. Ok. Et donc dans le jeu vidéo, des expériences ou pas encore? Là-dessus, non. Je Non, sais rien. qu'il y en a qui sont là-dessus. Je n'ai pas en vrai regardé. Il y a clairement des business qui sont dessus. Des jeux, quand je dis business, c'est que des jeux qui peuvent se monter dessus en autofinancement par du NFT, ce genre de choses, quoi. Mais il y a un peu un rétropédalage, j'ai l'impression. Il y a eu, je crois que c'est assez mal reçu de la part des joueurs. Il y a toujours eu ça. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Varoufakis, qui était le premier ministre de l'économie grec. Il avait fait sa thèse en économie sur ça, sur les systèmes de troc d'artefacts dans le jeu, dans World of Warcraft. Et voilà, il avait essayé de trouver de ce qui pouvait être visible dans le réel, dans des économies, dans des nouveaux sites d'économie, des choses comme ça qui étaient intéressants. Là, le NFT, Non-Fungible Token, donc ils ont rétropédalé. Il y a Sony, il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites, et je crois que les joueurs... Ouais, Ubisoft a fait une annonce, ouais. il s'est fait allumer par Voilà, la communauté. donc, il y a ça. Et je crois que ça vient aussi de là. C'est pas une question morale, c'est le NFT. Je pense qu'il y ait des certificats d'authenticité d'œuvres numériques, je trouve ça très intéressant. Ça pourrait servir par exemple des informations pour pouvoir avoir une chaîne vertueuse qui certifie une information. Il y a eu une bombe en Ukraine et qu'on par filiation puisse à remonter et à savoir que la chaîne qui a validé cette information elle est correcte ou des choses comme ça. Ou aussi que des œuvres numériques puissent être originales, authentiques, une seule. Je trouve ça hyper intéressant. Il y a beaucoup de spéculation aujourd'hui, c'est un peu Nick Gap. J'ai peur que, comme on dise, les winner take all, qu'en fait les gens qui étaient là un peu là avant, que tout soit fait un peu sur de la spéculation. Les communautés de joueurs l'ont toujours fait. Il y a toujours eu en dehors des jeux, des blogs ou des forums de discussion où on s'échangeait des choses en dehors des règles du jeu, de l'échange. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les gros acteurs de jeux vidéo, ils veulent croquer aussi cette partie-là. Ils veulent pas que ça sorte de leur écosystème. Ah oui, ils ont essayé plein de fois. Mais hein, je pense qu'en et- jeu indé, il va y avoir plein d'autres choses. Blizzard avait essayé sur sur Diablo de créer un écosystème à l'intérieur duquel effectivement ils récupéraient une petite partie de la transaction parce que ça énervait les éditeurs de voir toutes ces transactions avec tout cet argent qui passait à côté et dont ils Je ne trouve que touchaient tout rien. ça participe d'une espèce de fainéantise qui finalement et pas à l'honneur de ce que la conception que moi j'ai du jeu vidéo. Nous, avec nos amis, quand on faisait un peu du jeu expérimental, on essayait de travailler sur comment les joueurs pourraient être rémunérés pour jouer. On partait de cette cela citation dit- de Negri qui disait qu'on devrait être rémunéré pour regarder des publicités. Blockchain, Mais c'est important parce que la création de la valeur avec le e-sport, par exemple, Mais ça j'ai fait existe, une hein. intervention au Sénat. aujourd'hui on a Il faut encadrer ça. Il y a des joueurs Play to earn. qui gagnent des millions. Ils ont 17 ans. C'est un vide juridique. Donc il faut que le droit aussi évolue. C'est un des volets peut-être qu'on n'a pas traité. Et c'est le e-sport qui amène ça un peu. ça commence à Il y a être traité. Il y a eu, On est en dehors de plein de juridictions et de choses comme ça. Donc et on a énormément de retard dans la modernisation de l'action publique pour encadrer. Alors ces choses. sur l'e-sport, ça commence à être encadré. Euh, Et oui, il faut y aller. Là, il faut s'arrêter maintenant. Juste une chose, en fait, sur le... Ouais, il nous reste combien de temps? Hop, je remets ma lunette. Tac. Ah ouais, ça y est, on a dépassé. Ok. Bon, le dernier- D'accord. en fait, c'est parce que je voulais un peu relativiser le truc sur les majors et Ubisoft, ainsi de suite. Après, il faut être conscient quand même, c'est Ubisoft, ce genre de trucs, créer de l'emploi, créer aussi de la richesse. Donc, ouais, non, parce qu'en fait, tu tranches un peu trop des fois, et je pense que c'est bien, mais à un moment, il faut payer le loyer. C'est vraiment mieux d'être donc peut-être au départ dans une entreprise où les gens vont acquérir de l'expérience pour ensuite se détacher et faire des choses plus personnelles, en fait. Mais c'était dans ce sens-là. Oui, non, mais de toute façon, enfin, d'une manière générale, effectivement, les joueurs voudraient, dans un monde idéal, que les jeux soient gratuits et qu'on ne fasse rien payer. Et dans un autre monde idéal, les éditeurs voudraient que quand tu revends le joueur à ton pote, il touche 50% de la transaction. Voilà, donc il y a sans doute des équilibres à trouver dans lesquels tout le monde est rémunéré et le play to earn.
donc existe aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es payé pour jouer, ou plus exactement, ton temps de jeu est rémunéré. Alors, nous, le système qu'on aurait aimé développer, on l'avait présenté. Et on va s'arrêter juste après ça. C'était Vas-y. de. Alors, je ne sais pas si vous voulez peut-être finir sur autre chose, mais justement, on avait essayé de décaler le problème. C'était par exemple de. Donc, je vais être un peu critique par rapport à Google, mais bon, ça va, on peut dire ça. L'idée, c'est que Mais on peut dire tout ce qu'on veut. L'État utilise des requêtes, par exemple, pour créer. Il y a un appel où on a besoin d'intelligence et il y a un serveur qui doit calculer le meilleur chemin pour une ambulance d'aller d'un accident, comme ça. Et là, c'est Google qui prend le marché, qui a tout pris. Donc l'idée, c'était de pouvoir créer une plateforme qui transcode des jeux. Donc quand vous jouez à un jeu, en fait, le niveau qui vous est présenté, comme Candy Crush, comme ça, en fait, vous êtes en train de résoudre un problème de la vie réelle. Et vous êtes mis en concurrence avec Google. Et votre solution, finalement, c'est ce que fait Google avec les Chapka. Donc on n'a pas parlé de ce Digital Labor, le Play to Earn. Effectivement, c'est pas les mêmes applications que le Digital Labor, mais il y a de l'économie, il y a de la valeur qui sont créées par des gens. Et des fois, elle est un peu captée. Et voilà, on voulait refaire ça. Ça marche, on va rester là-dessus. Donc, merci à vous deux.